Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, cette édition littérature qui sera consacrée au plus récent album du côté de chez Panini, intitulé Dark Maul Black, White and Red, deuxième volume, si on peut dire, de cette collection-là, du côté de chez Star Wars. Ici Francis en direct de Québec, comme à notre habitude, on retrouve Jean en direct de Vancouver. Ça va bien, Jean? Salut, ça va, t'as vu, alors ça se voit pas trop bien, mais on est en black, white and red aussi. Oh, Avec c'est t-shirt, thématique. voilà, pour ce tome un peu spécial, voilà, en compagnie de ce bon vieux Dark Maul. Et de l'autre côté, complètement, vers l'autre océan, on retrouve Philippe dans le coin de Bordeaux, si je me souviens bien. Ça va bien, Philippe? C'est ça, bonjour à tous et à tous. Moi aussi, j'ai pris mon petit accessoire Dark Maul. Voilà. Ah, Caroline, on est tous très Ouais. thématiques ce soir. Ah bah oui, toi aussi t'as Donc, des oui, on salue comme d'habitude nos amis de chez Star Wars Littérature Québec. Si ce n'est pas déjà fait, on vous invite à joindre le groupe, à venir discuter littérature Star Wars, que ce soit roman, comme ce soit comics, et que ce soit canon, légende et compagnie. Là, même maintenant, il faut ajouter une troisième catégorie qui est ni canon ni légende avec les trucs de vision là, qui se multiplient, là, de la série télévision qui, là, après, a droit à ses mangas, à ses romans. Donc, bref. Et en tout cas, je vous avais annoncé des choses, Jean, mais il y a encore de la nouveauté qui s'en vient pour Vision, là, des histoires exclusives à cet univers-là, où ils vont plus développer la fameuse histoire du 9e Jedi ou je sais pas quoi. Oui, une série dédiée carrément. Ouais, une série dédiée, bref, c'est ça. Il va vraiment falloir qu'ils créent un autre bandeau. C'est juste Vision en bleu ou quelque chose comme ça. Ah mais Vision, ouais, ça devient vraiment une marque à part entière parce que Une sous-marque, catégorie ouais, à part entière. Un spin-off, c'est ce genre de Spin-off. spin-off. Ouais, c'est ça carrément. Spin-off. Excellent. Un petit WhatsApp Star Wars, messieurs. Allons-y avec Philippe. Eh ben moi, je rattrape. Alors, j'ai attaqué Ronin déjà pour voir si ça vaut les 21 sur 20 de gens. Et, et je rattrape aussi Lego Construire la galaxie. Reconstruire la galaxie, c'est ça, la saison 2, puisque voilà, je l'avais pas regardé encore et en entier. Et voilà. Et donc, c'est très très chouette. Très chouette. Ouais, c'est sympa. J'en suis là. Ouais, c'est très sympa. Regarde ça avec ma fille, c'est super. Toi, t'avais vu la première saison déjà? Oui, bien sûr, ouais. J'avais bien aimé. Mais je suis un bon client des Lego en fait, hein, donc tout ce qui est Lego Movie et tout, c'est ma came. Donc je trouve que l'humour ça s'adapte parfaitement à Star Wars et les jeux vidéo, c'est pareil. Voilà, ils sont très forts quand même. C'est très drôle. Oui, exact. J'ai juste écouté quelques épisodes avec ma petite de 3 ans et demi, là, donc c'est ça, elle commence à avoir cet intérêt-là pour les Lego. Donc, Oui. de ton côté, Jean? Là, en ce moment, c'est marrant, c'est pas trop du Star Wars, mais il y a quelques liens avec Star Wars. C'est plein de films qui ont plusieurs acteurs, actrices de Star Wars dans leur cast. Là, j'ai fait quoi? J'ai fait il y a un Frankenstein là, de Bernard Rose qui est sorti là, dernièrement, en 2015, il y a 10 ans, que j'ai vu là dernièrement, avec Carrie-Anne Moss, actrice de The Acolyte. J'ai vu Death of the Unicorn, là, qui est un film d'horreur comme avec Jenna Ortega, et dedans, tu as Richard E. Grant, qui est le personnage d'épisode 9 du général Pride, là, qu'on aime bien, personnage d'épisode 9 que j'aime bien, tu vois, que j'aurais plus voulu à la place de Hux dans son rôle que Hux, mais bon. Ouais. Et un truc, je sais pas si vous le saviez, mais alors là, je l'ai découvert ou redécouvert avec le visionnage de Batman 89 là, de Tim Burton, mais l'acteur de Porkins de l'épisode 4 jouait un flic corrompu dans le Batman C'est 89. vrai, c'est vrai, ben oui. Ouais. C'est Ouais. attends, je l'ai noté là. C'est l'acteur feu William Hodkins, voilà, qui est décédé, donc il joue ces deux rôles, tu vois. Donc c'était rigolo. Je dis, ah, tiens. On avait deux acteurs de Star Wars aussi, avec le Lando. Exactement. Et Lando, ouais, Billy Dee Williams, qui devait reprendre son rôle dans le Batman 3 annulé de Tim Burton, mais qu'on retrouve dans la petite transition dans le roman Batman Résurrection, qui est sorti déjà l'année dernière, et qui revoit donc Harvey Dent en petit rôle dans ce roman-là. Et d'ailleurs, coïncidence aussi, on enregistre le 21 octobre, là, et aujourd'hui sur la suite de ce Batman Résurrection qui s'appelle Batman Révolution et qui est écrit par J.J. Miller, donc un auteur Star Wars, donc tout est lié, t'as vu? Batman, Star Wars. Oui, J.J. Miller. Voilà, Billy Williams, J'ai eu un petit flash au cerveau, j'ai cru que tu avais dit J.J. Abrams. J'ai fait, oh non! Non. Lui, il n'a pas écrit de roman, si je m'abuse. Mais ouais, J.J. Miller, donc on a vu dernièrement dans son moyen roman Living Force, qui n'a pas fait l'unanimité. Bon, c'était pas nul, mais c'était pas génial. Mais surtout Kenobi, New Dawn, et dans Legends, Chevalier errant,
Lost Tribe of the Sith, comme ça. Et son Batman Résurrection est excellent. J'ai qu'une hâte, c'est de lire sa suite. Là, tu vois. Il est très très bon dans ce registre. Ouais. Alors, voilà pour Et moi, j'attends la traduction française avec impatience. On en parlait dans le Discord, ouais, effectivement. Ouais. Et oui, si ça vous intéresse de voir Billy Williams en face cette fois, ben lisez le comics Batman 89 que Philippe a acheté récemment également, qui est un comics, c'est quoi, c'est 6 numéros, 6 numéros je crois, où on voit la transformation de Ardent, Billy Williams, comme il aurait pu être dans le film. C'est tellement dommage de ne pas avoir lu ce troisième film de Burton, mais c'est comme ça. On a la chance d'avoir le comics et le roman, donc lisez tout ça, c'est très cool. Ouais, c'est ça, il faut éviter de penser au Batman 3 et 4 qu'on a eu en réalité. Parce que sinon, c'est trop triste. Ouais, question, si tu les as découverts enfants à l'époque, comme nous, enfin, je sais que dans le Discord, il y en a plusieurs qui les apprécient parce que on a grandi avec. Quoi. Donc, c'est la nostalgie. Effectivement, ce sont des mauvais films, mais quand tu as grandi avec, tu les apprécies quand même. Quoi. Ouais, j'imagine, possible. Je les avais pas aimés à l'époque, moi, et pourtant c'est ma génération. Mais quand t'as 8-9 ans, ça passe quand t'as les jouets, tout ça, bref. Ouais, c'est une grosse publicité pour des jouets. Bref, revenons dans Star Wars, qui est souvent aussi des grosses publicités pour des jouets, mais que là, on aime beaucoup plus. Merci, Jean. Excuse-moi, Jean, je t'ai interrompu, t'avais-tu fini? Ah oui, j'ai fini, pardon, excuse-moi, il était un peu long comme moi. Non. Tu vois, de mon côté, restons sur, on parlait BD Comics, tu vois, moi, la collection des albums se poursuit, donc avec ce qu'on a critiqué cet été, Ewoks et Histoire de l'hyperespace, le fameux roman graphique, pour rappel, c'est pas une série de comics en petit issue, là, c'est vraiment un tome de 80 quelques pages. Mais sinon, écoute, on est gâtés cet automne parce qu'on a un nouveau casque Black Series, celui du Range Trooper. Écoute, encore une fois, merci à Steve de Kaya Boutique ici à Québec, donc un de nos partenaires. Je comprends toujours pas comment Steve et quelques autres endroits, j'ai vu aux États-Unis aussi que quelques-uns l'avaient d'avance. Je comprends pas comment il fait pour les avoir aussi d'avance. Je veux dire, c'est encore prévu pour début décembre sur les grandes chaînes GameStop, Amazon, etc. Là. Fait que bref, voilà. Puis, très, très beau résultat de mon point de vue. Je ne sais pas s'il est parfait. Là, je sais que les gens, parfois, ceux qui veulent vraiment les utiliser pour faire la 501, là, des fois, il faut qu'ils fassent des petites modifications. Je ne sais pas pour celui-là, je ne suis pas un spécialiste. Moi, c'est vraiment pour la collection en tant que telle, pour regarder dans mon salon. Donc, voilà. Et pour les essayer de temps en temps, comme ça. Trop bien. Ils te vont à chaque fois. En termes de Star Wars, je trouve que c'est ça. Enfiler le casque, c'est quelque chose. Ils sont moulés à chaque fois selon la tête de Francis, quand même, parce que ça lui va tout le temps. Tu nage pas dedans, non? Ils sont à ta taille, ça va? Son amateur, c'est lequel? Il y avait un récent qui était assez serré, qui était peut-être plus étroit que les autres. Je crois que c'était celui du Stranger. Je ne sais pas si on voit la boîte derrière moi. Donc, celui de la série The Acolyte, là, je ne sais pas pourquoi, mais il était vraiment fait quand même pas mal plus serré. Là. Fait que pour quelqu'un comme moi qui a une grosse tête. Mais en général, Hasbro fait en sorte que ce soit justement grand public. Donc, J'ai commencé une collection de casques aussi, Francis. Regarde, par contre, c'est pas la même franchise. T'as vu? Voilà. Je pense que c'est très fidèle au film. Oui, c'est exactement le même que c'est du film. Ouais. Excellent. Donc, sur ce, messieurs, je vous propose. Ah non! Avant de passer en hyperespace, peut-être mentionner les émissions récentes. Jean, qu'est-ce qu'on avait au moins du côté littérature récemment? À côté de la littérature, tout récemment, on a eu sûrement la critique de La Guerre des Lucas, tome 2, parce qu'on enregistre, pour tout vous dire, un petit peu avant l'enregistrement de cette critique-là, qu'on sait déjà dithyrambique. On a lu déjà les premières reviews, tout le monde adore, dans la continuité du premier tome, donc c'est génial. On n'attend qu'une chose, c'est maintenant qu'on le reçoit, nous, en Amérique du Nord, au Canada, ce serait bien. Niveau BD Comics Panini, on a critiqué dernièrement le tome 3 de la Haute République, Les Aventures, voilà. Donc une série qui divise, on va pas aller un peu plus dans le détail, écoutez l'émission aussi, si vous voulez savoir un petit peu les avis. Et niveau roman, c'est toujours Ronin, le dernier. Non, enfin, je sais pas si cette émission sortira avant ou après les autres critiques romans, en tout cas, la dernière à date, c'est Ronin. Voilà. Ouais, j'aurais tendance à croire que oui, Jean. Effectivement, la prochaine roman va être The Crystal Crown, mais là, reste à voir les dates de sortie puis tout ça.
et si on la fait en Ouais, direct ou pas, selon le calendrier des autres émissions. Fait que, Mhm. bref, de la littérature au programme. Ah oui, oui. Donc, messieurs, je vous propose de passer en hyperespace et on va pouvoir aborder d'ailleurs une mini-actu littéraire qui n'a pas été mentionnée dans d'autres émissions. Là, donc, je trouvais ça bien de la mentionner. On a même appris à Philippe que ça existe. Fait qu'on vous présente tout de suite après hyperespace. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Donc, rapidement, avant d'attaquer le sujet du jour, je voulais mentionner la sortie toute récente d'un nouvel, un quatrième, si je ne me trompe pas, audiobook exclusif à Audible. Audible étant le service, comment dire, musique, audio, tout ça, là, et surtout livres audio d'Amazon. Puis c'est normal si vous n'en avez pas entendu parler, hein, parce qu'il y a très peu de publicité. Moi, ça me... Même dans la communauté Star Wars, souvent les gens ignorent complètement. Là, ça fait 4 qui sortent et puis 4 qui passent relativement inaperçus, on va dire ça comme ça. Sans grandes annonces ou fait que. Ouais. Ça vaut pour toute leur production, hein, si je puis me permettre, hein, parce qu'ils ont fait une saga Alien, par exemple, qui est super, en fait, et c'est sorti en catimini, pareil, même chose. OK. Puis sinon, c'est ça, on en avait eu 2 sur la 3e phase de la Haute République. Donc, qui suivait les personnages plus jeunesse. Et on en avait eu un sur Anakin comme Padawan d'Obi-Wan. Et fait intéressant, il a été déjà traduit en français. Oui, c'est vrai. Donc, ça ouvre peut-être la porte à ce que les 2 de la Haute République, on les aille aussi en français. Ce qui serait quand même une très bonne chose. Ça donne des audiobooks d'à peu près 4 heures, on va dire, en moyenne. 3-4 heures. Fait que c'est très raisonnable. Celui-ci, je ne l'ai pas mentionné, hein, puis en plus, ils ne l'écrivent pas, ses couvertures, je ne comprends pas, mais l'auteur, c'est Cavan Scott, donc l'auteur qu'on connaît très bien en BD. Ouais, c'est ça. Je crois que moi, je l'ai fini tout récemment. Je pense que toi aussi, Jean, veux-tu donner un petit avis rapide? Oui, et juste pour dire, l'audiobook disponible en français, c'était La fierté du Padawan, ça s'appelait ça. Ouais. Bah écoute, non, super sympa, 4 heures, donc c'est une aventure c'est qui la Rey, Finn et BB-8 qui reviennent sur Jakku, je crois que ça se passe entre l'épisode 8 et 9. C'est le seul moment où on a vraiment un gap temporel. Écoute, c'est une petite aventure jeunesse, donc il va pas se passer 36 millions de choses, mais comme le titre l'indique, là, The Jaws of Jakku, c'est une petite aventure où il y a pas mal de bestioles à dents, on va dire. Plusieurs types de bestioles à dents. Et comme tu le sais, moi j'aime beaucoup tout ce qui est monstres et grosses bestioles dans l'univers Star Wars. Donc moi ça m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup... les 4 heures, je les ai pas vues passer, c'est très bien écrit. C'est Cavan Scott, voilà, un gros fan de Cavan Scott. En même temps, il est très bon, il vit tout ce qu'il fait, il est excellent. Donc voilà, c'est sans prétention. Après, je me souviens plus, quelqu'un mentionnait récemment ne pas vraiment aimer cet auteur-là. Quelqu'un de l'équipe. J'arrive pas à me souvenir qui. Quelqu'un qui a du mal avec Cavan Scott. Je crois que c'était sur Star Wars Littérature Québec, j'ai vu passer ce commentaire. Ah, peut-être. En tout cas, Tom, lui, n'avait pas du tout accroché justement au premier français, la Padawan's Pride. Il n'a pas du tout aimé, alors que nous, on était plutôt satisfaits. Ouais, moi, j'avais bien aimé avec de la course de pod, la profusion, puis tout ça. Donc, Toi, t'as aimé un petit peu en termes de public cible, tout ça, il faut se dire que c'est un peu comme les bibliothèques vertes. Là. Donc, ce qui sort du côté de chez Bibliothèque Verte en France. Fait que je pense que c'est à peu près la même cible d'âge du 8-12 ans environ là, qui est ciblé. Oui, j'ai bien aimé aussi pour le public cible. Après, le personnage de Rey et le personnage de Finn, mais là, c'est un peu plus Rey là, qui est centré ici. D'ailleurs, ce n'est pas le personnage principal. Hein, on suit des gens de Jakku, mais c'est ça, se pointe Rey et Finn sur Jakku. Donc, c'est pas mes personnages préférés. On se cache. Et je ne sais pas si ça s'inscrit dans une espèce de commande ces temps-ci avec l'autre roman sur Rey et Leia qui vient d'être annoncé pour l'été prochain. Fait que je ne sais pas si ça s'inscrit parce qu'on a appris quand même récemment avec certaines entrevues d'auteurs la manière que ça fonctionne. Des fois, l'auteur, il sait qu'il a été sélectionné, mais il ne sait même pas encore sur quel thème, sur quel personnage, tout ça, il doit écrire. Donc, évidemment qu'il y a des cas comme Timothy Zahn, s'il veut écrire une histoire sur Tron, c'est lui qui va le décider, mais dans certains cas, on a appris récemment que c'est vraiment une commande
écris-nous une histoire sur, comme là, récemment, c'était sur la Bad Batch. Donc, l'auteur ne savait pas que ça allait être sur la Bad Batch. C'est Lucasfilm qui lui a appris. Donc, je ne sais pas si ces temps-ci, il y a comme une petite stratégie pour ramener Rey de l'avant, vu qu'il y a un projet de film là, en chantier. Pour fêter aussi les 10 ans, on est à 10 ans de The Force Awakens, oui. donc, histoire de marquer le coup, peut-être, je ne sais pas. C'est ça. Fait que c'était pas mauvais. Bon, public cible visé, assez évident par moment. Par contre, entre autres, là, il y a toute une rhétorique, là, une logique sur les droïdes, la conscience des droïdes. Puis, tu sais, maltraiter un droïde, c'est l'équivalent de maltraiter un être vivant, blablabla. Fait que là, tu te dis, hey, wow, la guerre des clones, c'est un vrai génocide. Hein? Les Jedi, ils en ont exterminé les droïdes au pied carré, tu sais. Mais bon, c'est des questions qu'il ne faut pas se poser quand il y a ces logiques-là. Mais on est un peu dans ces thèmes-là. Mais c'est ça. Une petite histoire intéressante. Moi, j'étais curieux, entre autres, de savoir qu'est-ce qu'il allait encore pouvoir nous raconter sur Jakku. Rey sur Jakku, tu sais, parce qu'on a eu quand même plusieurs histoires du même genre, là, déjà. Donc, bon, c'est ça. Ouais, vas-y. Tu fais bien de le rappeler. La forme est originale, en tout cas. Kevin Scott a décidé d'utiliser donc le point de vue. Je crois que c'est écrit à la première personne, si je me rappelle. Un petit moment que j'ai lu. Oui, puis du point de vue d'une barmaid, si on peut dire, d'une voilà. serveuse de cantina. Qui va te raconter les histoires, donc la légende de Rey, parce qu'elle est devenue comme une légende là, depuis qu'elle est partie de Jakku. Et donc c'est fait d'une manière un peu originale, tu vois, pour un audiobook, donc ça change. Et j'ai bien aimé ce point de vue, tu vois, elle va commencer à te raconter un petit peu la légende, et puis une fois qu'elle sera dans l'aventure, quand Rey va la rejoindre, du coup, il y aura son point de vue à la première personne, donc c'était intéressant. Ouais, ça nous dit même qui on est en début de roman. On va dire, ça nous dit que t'es le fils du constable Zuvio. Ouais. Ah oui, c'est vrai, ça aussi. Ouais. C'est comme elle s'adresse à toi. C'est comme si elle te racontait l'histoire, puis que toi, ben, t'es le fils du fameux constable. Là, bref, on ne reviendra pas, là, mais qui avait une figurine alors qu'on le voit même pas dans le film ou quelque chose comme ça. Bref. Ouais. Et qui faisait penser un petit peu, ça m'a fait vite fait penser à l'audiobook Dr. Aphra, tu vois, qui te parle à toi, donc toi auditeur, et donc qui t'envoie des petites vannes comme ah non mais en fait tu les connais déjà, ah ouais mais en fait genre à la Deadpool quoi. Mais sans non plus s'adresser au public. Voilà, un petit peu quatrième mur. Ouais. Et d'ailleurs, pour finir sur cette gamme d'audiobooks là, il y en a 2 autres de prévus pour 2026. Une autre aventure d'Obi-Wan Anakin, j'ai pas le titre exactement, mais en février, on aura le temps de vous en reparler depuis. Et un autre sur Poe et BB-8, je crois, en mars. Donc voilà, c'est 2 audiobooks exclusifs Audible encore qui sont prévus l'année prochaine. OK. Voilà. Écoute, j'aurais cru qu'il y aurait quelque chose sur Mandalorian, Grogu, tout ça, mais encore une fois, on est dans le Mandalo-rien, hein, donc le désert d'œuvres littéraires complet là, sur. Attends avril-mai l'année prochaine. ça va spammer dans tous les sens. Ouais. C'est possible, effectivement. Donc, assez digressé, on va attaquer notre sujet du jour, donc le Dark Maul Black, White and Red. Bon, déjà, on peut peut-être expliquer, avant même de tomber dans les specs, le concept. Hein, le Black, White and Red, c'est un type de produit, c'est une collection, si on peut dire, que Marvel fait aussi avec des super-héros, là, avec d'autres gammes que Star Wars. Ils ont commencé l'année dernière, pour la première fois, ils en avaient fait un sur Vador. Donc, puis c'est ça, il n'y a pas de sous-titres ou quoi, là, c'est des anthologies, donc c'est des one-shots, des petites histoires. Puis c'est ça, là, il y avait eu Vador, il y a eu Dark Maul, et en anglais, ils viennent de commencer celui sur Boba Fett. Et ben, le principe, c'est que d'un point de vue couleur, il n'y a que du noir, du blanc et du rouge. Donc, je ne sais pas, une fois qu'ils vont avoir fait, tu sais, déjà, là, on est passé à Boba Fett qui est vert. Qui est vert, voilà, c'est ça. Pourquoi ils n'ont pas fait Black, White and Green? Parce qu'il y a les TMNT qui font du Black, White and Green. Pourquoi ils n'ont pas fait ça avec Boba Fett? Bonne question. Écoute, si je recroise Ethan Sachs, alors je lui demanderai, là, donc vu qu'il a fait ici sur Boba Fett. Côté format aussi, peut-être expliquer, parce que je vais peut-être donner les specs avant, mais dans le fond, on est sur du. Ben, il y a 4 numéros à cette série de comics-là. On est sur du 26 €, qui est quand même beaucoup plus cher qu'à l'habitude, sur 136 pages, sorti le 19 novembre. Chronologie, bon, comme je vous disais, c'est 4 petites histoires, mais grossièrement, on est en moins 33, donc avant l'épisode 1. Puis, ben, c'est ça, au scénario, on a 4 scénaristes, 4 dessinateurs, 4 coloristes, etc. Et côté synopsis, donc, dans un conte cauchemardesque, Dark Maul est piégé sur un vaisseau prison où il affronte une secte anarchique
Il doit aussi conquérir à lui seul une colonie minière. Par ailleurs, l'apprenti de Dark Sidious doit régler un problème très personnel pour le compte de son maître. Fait que, ça, c'est comme 3 mini-résumés de 3 histoires sur 4. Mais bon. Côté concept, comme je disais, la raison pourquoi c'est plus cher qu'à l'habitude, c'est, vous avez peut-être remarqué dans mes mains, mais c'est pas du tout le même format qu'à l'habitude. Si je prends en comparaison un autre album, Sword Dark Maul, ici, ben, vous voyez un peu la différence de taille. Ensuite, ce n'est pas une couverture rigide, hein, c'est plus un entre-deux. Et ben, tout est fait pour profiter au maximum du côté graphique. C'est vraiment un concept d'œuvre graphique à 100%. Et on n'est pas du tout dans le même genre d'album que les albums rigides de 100% là, de Panini habituels. D'ailleurs, ça peut vous causer quelques petits ennuis dans votre bibliothèque parce que c'est vraiment un format hors norme. Je peux dire, par exemple, moi, toutes mes choses sont dans des Kallax d'IKEA et ça rentre même pas dans les cubes de Kallax, donc je suis obligé de le mettre en billet comme ça. Mais vous aurez compris, ben, c'est ça l'intérêt, c'est de profiter au maximum de l'aspect visuel. On n'est pas là pour l'histoire. On va voir aujourd'hui si les 4 petites histoires ont quand même de l'intérêt. Mais je me souviens que pour le Vador, c'était plus que 4 histoires en plus. Hein. Dans chaque numéro, il y avait des petites histoires. Et c'était beaucoup plus le visuel qui ressortait. Il y avait, c'était chaque numéro d'une vingtaine de pages, plus une trentaine de pages, c'était 3 histoires. Donc ça ferait 12 histoires au total, mais si je me rappelle bien, il y avait une histoire qui continuait sur les 4 numéros. Donc ça faisait 9 histoires en gros. Voilà. 9 petites histoires. T'avais un filler en fait. Une fois des matières au début, là, parce que. Mais bref, cette fois-ci, c'est pas le cas. Cette fois-ci, c'est seulement 4 histoires. Ouais, indépendante. Ouais. C'était pas vraiment un filler, c'était vraiment la suite. T'avais vraiment donc le numéro coupé en 3 petites histoires, et t'avais vraiment cette première partie, c'était toujours en première partie d'ailleurs, qui était toujours faite par les 2 mêmes auteurs et dessinateurs. Peut-être Greg Rucka, je sais plus. Enfin bref. Ouais, et qui continuait, en fait, la suite continuait dans le numéro 2, puis le numéro 3, puis le numéro 4. Mais par contre, les 2 autres qui faisaient le numéro étaient complètement indépendantes. Il n'y a pas vraiment de fil rouge, si je me rappelle bien. Oh, fil rouge. Et comment Par contre, en VO, il y a ce format, grand format, Treasury édition, ils appellent ça, c'est les éditions Treasury, qui sont beaucoup plus grandes, qui sont rigides, si je dis pas de conneries en VO. Et ce qu'ils font ici chez Marvel, c'est qu'ils sortent la Treasury Edition en premier, et genre 6-8 mois plus tard, le format normal pour les collectionneurs ensuite. Là, tu vois, par exemple, le Dark Maul est sorti en mai en Treasury énorme, comme tu as montré, et le normal sortira en janvier, donc il n'y a même pas de dispo encore. On ne sait pas si c'est dans les plans de Panini. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Le Vador n'est jamais ressorti en plus petit format. Donc, voilà. Et comme tu dis, sinon, dernière précision, peut-être pour les acheteurs, je sais que comme plusieurs, souvent, par exemple sur un site, si vous commandez en ligne, ce qui est le cas souvent des Québécois, pour les raisons qu'on connaît, ben, dans le fond, on se fie souvent au petit logo de Panini dans le bas des albums. Donc, ne le cherchez pas cette fois-ci, il n'y en a pas dans cette gamme-là. Donc, fiez-vous à l'aspect langue française. Donc, c'est Dark. Là, ça va être Dark Maul et non pas Dart. C'est la seule chose qui peut vous aider à identifier que vous n'êtes pas sur la version anglaise, vous êtes bien sur la version française. Voilà. Effectivement. Donc, messieurs, comme d'habitude avec les comics, on va donner un petit avis rapide sans spoilers, puis après ça, on attaquera chaque numéro. Qu'est-ce que vous avez pensé de votre lecture, que ce soit votre intellect ou vos yeux? Allons-y avec Philippe. Ouais, ok, d'accord, je commence. Alors, plusieurs choses. Alors moi, déjà, je précise, je lis sur Marvel Unlimited, donc je lis sur iPad. Ce qui parfois a du bon sur des romans graphiques, en fait, parce que je trouve que l'écran fait ressortir vraiment, en fait, à la fois les couleurs et le... On peut apprécier la mise en page. Enfin, moi, en tout cas, j'aime bien. Alors, voilà. Il y a certains qui vont crier, en fait, au scandale parce qu'il faut du papier. Mais j'aime bien, en fait, j'aime bien ce format-là aussi numérique. On l'a dit, hein, c'est 4 histoires complètement indépendantes. Je trouve qu'il y a quand même, en fait, j'ai trouvé quand même un fil rouge, en fait, sur
sur effectivement, comme pour reprendre ce que disait Jean, sur ces 4 histoires. En fait, on est sur des histoires qui essaient déjà de se focus sur 100% sur Maul, et finalement il y a que lui en fait. C'est le concept. Mais on a assez peu de séries sur Dark Maul. T'as montré Francis, je crois, le comic qui était là. C'est vieux, ça. Je crois que ça date de 2017. Et il me semble qu'on n'a pas eu d'autres, en fait séries centrées sur ce personnage. On avait eu. Ça, c'était à la fin des légendes, mais ça fait partie des très, très rares produits de la fin des légendes qui a été canonisé dès le départ. D'accord. Donc, ok, tu vois, celui-là, je ne l'ai pas vu. Pour les gens qui nous écoutent à l'audio, je parle du fils de Dathomir. Donc, une BD qui reprenait des scénarios prévus pour la série télé de Clone Wars avant qu'elle soit annulée. Donc, un gros morceau, un morceau important au niveau histoire. Vraiment. D'accord. Puis là, au logo Delcourt. Parce que Panini l'a réédité aussi au même format que les autres. Donc, mais c'est ça, pendant longtemps, il existait juste du côté de chez Delcourt. Et sinon, au-delà de ces deux-là, qui ont d'ailleurs été ressortis récemment dans un album, les deux ensemble, les omnibus, puis tout ça, les ressorties que Panini aime faire. Mais il y a eu aussi quelques histoires, par exemple, dans l'ère de la République, dans les séries anthologiques. Là. Oui, c'est vrai qu'il y avait Maul aussi. Ouais. Ok, merci de la pression. Tu vois, j'irai rattraper parce que j'adore ce personnage, vraiment. Et je trouve qu'il est souvent sous-exploité, et j'aime pas trop ce qu'il est devenu dans Clone Wars, mais bon, on pourrait en débattre longtemps, parce que je suis sûr qu'il y a plein de persos qui ont adoré. Voilà, moi, c'est pas ma cam, sauf l'affrontement final, mais c'était dans Rebels, si je dis pas de bêtises. Oui, donc voilà. Mais donc là, en fait, ouais, effectivement, je trouve que voilà, le fil rouge, c'est plus je vois ça comme une quête initiatique en fait, d'initiation en fait du site, à savoir que finalement le premier épisode, pour moi, c'est comment t'affrontes ta peur en fait. Finalement, le deuxième, c'est alors pour le coup, c'est vraiment le truc en mode berserk, quoi. Tu déchaînes ta violence, tu y vas. Le troisième, pour moi, c'est plutôt le doute en fait. Est-ce qu'il apprend à douter, il se fait rattraper. Et le quatrième, finalement, c'est juste apprendre à attendre. Et en lisant le quatrième, je pensais à la scène, en fait, à la bataille contre la bataille finale là, de la menace fantôme, là où on le voit en fait attendre dans les portes avant que ça s'ouvre, avant que Qui-Gon en fait lui tombe dessus, et après Obi-Wan. Voilà. Pour moi, c'est en fait, je vois ça comme étant plutôt une sorte de philosophie du côté obscur en fait qu'on voit là sur ces quatre épisodes. Mais c'est parce que j'ai essayé de chercher un lien peut-être entre les quatre, pour pas dire que c'était vraiment 4 histoires indépendantes. On croise pas un seul Jedi d'ailleurs, hein, dans la série. Hein. C'est 100% massacre de péons en fait qui ont pas demandé à être là. Voilà. Esthétiquement, je trouve que c'est une réussite. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien la série. Ils l'ont fait sur plein de persos. Tu l'as signalé. D'ailleurs, c'est Black, White and Blood sur les autres. Quand on prend que ce soit les X-Men ou parce qu'il y a eu Wolverine, il y a eu Predator, il y a eu Alien. Voilà. Donc là, c'est Black, White and Red. Donc effectivement, ça s'y prête super bien pour Dark Maul. Même si je trouve que c'est... Alors après, on peut pas dire que c'est inégal comme le dernier comics qu'on a critiqué, parce que là, pour le coup, c'est 4 partis pris complètement différents graphiquement. Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé le 2 et le 4 en termes de style. Alors, j'ai plus les noms des dessinateurs, mais ça, je suis sûr que vous allez les rappeler après. Voilà, le deuxième et le quatrième m'ont vraiment marqué en fait en termes graphiques. Le premier, très sympa aussi, avec une ambiance à Lovecraft en plus qui passe très bien graphiquement. Et le quatrième, beaucoup moins. Je l'ai trouvé moins bon en fait. Pardon, le troisième, excuse-moi, j'ai trouvé moins bon. Donc vraiment, pour moi, le classement c'est 2, 4, 1, 3 en termes graphiques. Je vais demander. Ouais, c'est mon classement à moi. Vas-y. Ouais, c'est mon classement. 2, 4, 2, 4, 2, 4, 1, 3. Non, 2, 3, pardon, excuse-moi. 2, 4, 2, 4, 3, ouais, pardon, c'est ça. Parce que moi, je me souviens pas, là, je les ai pas. Ouais. On va les revoir. Sinon, en quelques critiques rapides, oui, on peut parler du manque de cohérence narrative, même si moi je suis allé trouver un fil rouge, mais bon, on va dire que c'est le concept. C'est une anthologie. Ouais, c'est ça, c'est le concept. J'ai trouvé que c'était assez superficiel en termes d'introspection quand même, parce que bon, on essaie de nous amener sur des concepts, mais finalement c'est très rapide. En fait, c'est très court les numéros, ça se lit très très vite. Et ça aurait mérité peut-être d'être un peu plus creusé. Et voilà. Et d'une manière générale, je trouve que c'est très court en fait.
les numéros se lisent très très vite en fait. Je sais pas combien ça coûte. T'as pas rappelé le prix, je crois, Francis, du livre. Mais 26 euros, puis tu vois, ouais, ici au Québec, donc on est sur un 45 $ plus taxes. ouais. Donc C'est quand même pas donné. ouais. C'est pour ça que je dis c'est pour collectionneurs et pour l'aspect graphique, plus que. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et voilà. Donc non, moi c'est plus le fond en fait où je trouve que c'est très court en fait et ça va très vite et effectivement, enfin tu l'as dit, on est là pour regarder finalement un bel ouvrage, un bel objet et puis du travail d'artiste en fait et moins pour des dialogues, une histoire parce que là pour le coup ça manque je trouve de souffle en fait et même si c'est épique parfois ce qui se passe à l'écran, je trouve ça un peu plat en fait dans l'histoire. Voilà. Donc j'ai aimé, je trouve que c'est un bel objet en fait à lire et à regarder. De là à mettre 45 $ dedans, effectivement, en monnaie de collectionneur, je pense que je me poserai la question. Voilà. Excellent. De ton côté, Jean? Ouais, écoute, sans surprise, on avait adoré la proposition sur Dark Vador, Black, White and Red. Et là, en ce moment, le Boba Fett, même si c'est du Black, White and Red, c'est quand même très sympa ce qui sort. Je crois qu'il y a 2 numéros qui en sortent. D'ailleurs, dont tu as eu la primeur d'avoir l'exclusivité. J'aime bien le rappeler à la Comic Con de Montréal, wink wink. Mm-hmm. Et ouais, donc, qui n'est pas encore sorti. Je crois que ça va être juste en 2026, le troisième d'Ethan Sachs. ah, ok, d'accord. Ok, ils prennent leur temps, donc c'est cool. Non, mais j'aime Parce beaucoup que je pense qu'il y en a juste un. À date qu'on enregistre, je pense qu'il y en a juste un de sorti, Jean, puis que le deuxième est prévu d'ici la fin de l'année. Ouais. Voilà, donc c'est juste un numéro, effectivement. Ok. Bon, en tout cas, non, de manière générale, j'aime beaucoup moi, tout ce qui était, tu l'as dit, Philippe, les Black, White and Blood de chez Marvel, sur les aliens. Et là, en ce moment même, il y a Predator aussi qui sort en Il y a Predator qui est génial. Ouais. Très très bien. Moi, j'ai adoré sur Elektra, Wolverine, tu l'as dit. Là, ils ont prévu d'en faire un sur Logan. Alors, c'est marrant, ils ont fait Wolverine, ils vont faire Logan. Et il faut savoir que à l'origine, ça vient de DC. Hein. C'est Marvel qui a pompé l'idée de DC parce que les Black, White and Red, vraiment Red, ça vient des Batman à l'origine qui étaient juste en noir et blanc, puis Harley Quinn, puis Superman avec je crois que t'avais du bleu, je crois, et puis tu avais du gold pour Wonder Woman ou l'inverse. Enfin bref, ça vient, voilà, un concept éculé. Je t'interromps pour ça. Effectivement, c'est bien de le mentionner. Il y a un petit côté rétro là-dedans de lire des comics en noir et blanc. Puis que là, ben, c'est ça, il y a des accents de couleurs ici et là, mais tu sais que l'essentiel est en noir et blanc. C'est plus dans nos habitudes, là, donc. Ouais, on le verra en partie graphique, mais ouais. Ah, bah, je voulais juste mentionner Red Sonja en Black, White and Red, qui est juste magnifique. J'adore Red Sonja en plus, c'est génial. Et pour revenir sur ce moll-là, ben voilà, on en parlera niveau graphique plus tard, mais dans mon souvenir, je trouve que l'utilisation du gimmick d'avoir des touches de rouge dans le Dark Vador était peut-être mieux pensé. Alors, on avait beaucoup plus de propositions d'auteurs différents, donc, mais c'était mieux pensé que là, on le verra, que sur 2 sur 4, voire 3 sur 4, les rouges sont vraiment utilisés. Alors oui, tu as la gueule de Maul, tu as les subs de Maul, mais le reste, c'est pas vraiment plus mis en valeur. C'est un personnage qui, en plus, tu as raison, son apparence, mais en plus, son sabre laser, bon, il y a 2 lames au lieu d'une. Et en plus, par nature de personnage, Vador, quand il sort son épée, c'est le moment épique, on va dire, c'est l'exception. Ou est-ce que Maul, c'est l'inverse? Maul, il y a toujours un sabre allumé. Ouais. Il arrive, il allume son sabre et après il tranche. C'est ça. Il n'utilise pas du tout la lumière des pièces, là. C'est que le sabre. Non, mais c'est. Puis en plus, à d'autres périodes de sa vie, Maul va être beaucoup moins ça, là, un bourrin qui fonce dans le tas. Mais là, ils ont choisi de traiter la période où il n'est que ça. Donc, ouais. Tu fais bien la petite transition parfaite. Je rejoins Philippe. Moi, Maul, c'est un personnage que j'aime nettement moins que Dark Vador, hein, par exemple, mais que j'aime bien dans l'épisode 1 déjà, parce que c'est l'enfance, c'est le personnage iconique par excellence. Mais ce qu'ils en ont fait après, comme toi, Philippe, moi, je suis pas très fan. Alors, j'adore l'arc The Clone Wars avec son frère Savage Opress, et puis la relation à Palpatine, tu vois. C'était vraiment bien, mais... Ah ouais, c'est drôle, c'est presque la période de sa vie que j'aime le moins. C'est drôle comment on n'a pas le même... juste cette partie-là, vraiment, quoi. Je me rappelle ces épisodes-là, justement, où c'est sur la gueule à 2 contre 1, les combats étaient très stylés, machin. C'est plus, voilà, un personnage
c'est à iconiser plus qu'à travailler sa personnalité, quoi. Donc, et là, je trouve que dans ce tome-là, ben, on le verra, pour les 4 histoires, je trouve que c'est 4 histoires super intéressantes, qui, tu le disais encore une fois, développent un petit peu des pentes de sa psyché qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, tu vois, un Maul qui médite, tu vois, c'est assez rare. Alors peut-être que les fans de The Clone Wars me diront qu'il médite dans la série, je sais plus du tout, hein, je vous avoue, ça fait longtemps. Ouais, Et, il y en avait quand même un peu, il me semble, ouais. dans celle-là. Ouais. Ok. Et comme toi, ouais, j'adore aussi, enfin comme toi, Philippe, j'adore aussi l'épisode de Rebels avec le duel final, c'est vraiment énorme. C'est juste le fait qu'il soit coupé en deux dans l'épisode 1, c'est con, hein, mais c'est vraiment très basique comme sentiment. Tu me le fais parvenir en patte d'araignée, patte de métal et tout le bordel. Il aurait été juste blessé, tu vois, à la fin de l'épisode 1, j'aurais plus accepté son destin par la suite. Mais là, c'est ça, quoi. C'est un personnage qui était mort dans l'épisode 1, tu aurais dû le laisser mort. Et là, je suis très content que toutes les histoires se passent pré-épisode 1, comme un des 2 tomes, si je dis pas de bêtises, pas celui sur la série, du coup, mais l'autre, je me rappelle bien, ça s'est passé avant. Oui, exact. On était dans la même période. Ouais, Voilà. j'ai pas mentionné le titre. Tout à l'heure, il y a un sous-titre à cet album-là. Là, c'était Soif de sang. Donc, Ouais, je voilà. pense que Philippe avait raison. Je pense qu'on était dans du 2017. Ouais. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est ça, Bloodhound, je sais plus comment ça s'appelait en VO, mais il y avait aussi les romans Shadowhunter, je crois, qui étaient très très bons aussi, qui étaient en mode pré-épisode 1. Tout ce qui était fait pré-épisode 1 sur Maul, c'est vraiment intéressant. Donc là, je trouve que les 4 histoires, on le verra, sont très intéressantes. Les dessinateurs, on le verra aussi. Pareil, j'ai beaucoup aimé les 4. Alors évidemment, j'ai des préférences pour certains, on verra le top plus tard. J'ai gardé le top en conclusion, je vais vous le demander en conclusion, mais genre un top général, c'est scénario plus dessin. Il y a juste à noter dans le numéro 3 que tu as le moins aimé, donc Philippe, ça me fait doucement sourire parce que moi non plus, enfin, je l'ai pas détesté, mais c'est celui que j'aime le moins parce que c'est Leonard Kirk. Vas-y. Ouais. Non, je disais graphiquement, j'ai pas aimé. Oui, Ouais. oui. Enfin, j'ai moins aimé, pardon. Ouais. Pareil, parce que l'histoire est très intéressante dans le 3, mais c'est ouais, graphiquement, et quand tu vois que c'est Leonard Kirk qu'on a vu et qu'on n'a pas trop aimé sur ce qu'il a fait sur Battle of Jakku récemment, je me suis dit, bah, voilà, c'est du Kirk, mais le fait que ça soit black and white, comme tu le disais, Francis, en mode noir et blanc, ben, les dessins, même pas très très bons, ben, ça passe mieux en noir et blanc qu'en couleur, bizarrement. On le verra. Parfaitement d'accord avec toi. Ouais. Voilà. Mais ouais, non, de manière générale, j'ai beaucoup aimé. Alors, pas au niveau de Dark Vador, mais pas loin, quoi. Voilà. Ah non, mais même Leonard Kirk, je dirais que c'est mieux que ce qu'on avait eu récemment. Quel album Ouais. qu'on a critiqué récemment qui était dedans? Là? Mais c'est Battle of Jakku, là, qu'on a. Battle of Jakku. J'ai l'impression qu'il a mis plus d'efforts dans celui-là. Ouais, je suis d'accord. Après, c'est pas le même travail quand même, c'est plus minimaliste en fait en termes de, c'est très épuré en termes de décor, de fond. Oui. On te demande pas d'avoir des scènes animées et tout ça. Enfin, c'est très centré sur le perso en fait. C'est vrai. Ben, je vais essayer justement de faire attention pour répéter ce que vous avez déjà dit. Allons-y avec côté histoire. Ben, on l'a dit, c'est peut-être pas le cœur du concept. Okay? Si vous voulez des bonnes histoires sur Maul, de mon point de vue, allez lire Soif de sang. C'était très intéressant. C'est un duel contre une Padawan Jedi. Puis on a même Maul qui affrontait des bestioles au début, là, parce que c'est très classique. C'est son maître Sith l'envoie faire des épreuves. Je vais y revenir. Et sinon, ben, dans celle du fils de Datomir, je vous dis, c'est un must. Je n'étais pas fan des graphismes, mais au niveau histoire, c'est incroyable. On a l'attaque, entre autres, et de la République et des séparatistes sur le monde de Datomir, donc qui est le fameux destin de la mère Talzin, puis des Sœurs de la Nuit, ben, c'est là-dedans que ça se passe. Bref. Puis on va dans d'autres œuvres après, il va être question de ça à nouveau. Là, je pense dans Dooku Jedi Lost, entre autres, il revient sur cet aspect-là là, que Dooku a attaqué Mère Talzin, puis tout ça. Fait que bref. Puis avec on le voit un peu à la couverture, là, mais avec les Mandaloriens, là, c'est l'époque où Maul est à la tête de Mandalore. Donc, c'est ça. C'est côté récit, c'est 1000 fois mieux que ce qu'on a ici dans le Black, White and Red. Sinon, pour rester sur le récit aussi, moi, je trouve que c'est un énorme, pas gâchis, là, mais occasion manquée. À la limite que le premier des 4 soit à la période habituelle, justement, pré-logique, pré-épisode 1. Puis je comprends tes arguments, Jean, qu'effectivement, moi aussi, faire ressusciter les gens, là, je déteste ça. J'ai détesté pour Boba Fett, j'ai détesté pour Maul, tout ça. Mais ça reste que je me serais contenté de un épisode à cette époque-là parce que c'est du déjà vu, du ultra déjà vu.
Darth Sidious qui envoie Darth Maul. On a eu ça dans les légendes, dans le canon, dans des romans, dans à peu près toutes. Donc, c'est ça, Sidious qui envoie Maul faire une épreuve. Là, c'est ça 4 fois. Je trouve que les 4 numéros sont redondants. C'est la même histoire fois 4, avec évidemment des petits ajustements, des petites différences. Ou est-ce que, tu sais, on aurait pu avoir ça dans le premier, et après ça, que les 3 autres soient des périodes différentes? Ou est-ce que, je suis d'accord avec toi, le Maul à patte d'araignée, tout ça, il y avait des concepts vraiment étranges dans The Clone Wars. Mais une fois que tu as accepté que Maul est encore vivant, il y a eu toutes sortes de périodes très intéressantes. Là, je décrivais tantôt quand il est à la tête du cartel de criminels, après ça, à la tête de Mandalore, après ça, le duel avec Sidious que tu as mentionné, qu'on voyait dans The Clone Wars. Écoute, la période avec son frère, la période Rebels, quand il essaye d'influencer Ezra, jusqu'à son duel final avec Obi-Wan. Je veux dire, je trouve qu'il y avait tellement d'autres occasions où, tu sais, la période que là, à la fin de Solo, il est à la tête de Crimson's Dawn. Je veux dire, il y avait tellement de choses possibles et ils nous ont fait 4 fois la même histoire à la même période. C'est ça. Ah, je trouve pas que c'est le début. Pour l'histoire, clairement, là-dessus. Ouais. C'est vrai que les débuts sont similaires, mais après, je trouve pas que ça. C'est quand même pas mal varié. Ah, je trouve que ça tourne en rond. On l'abordera peut-être plus en spoilers, là, mais ouais. Côté graphique. C'est quand même. Pardon, vas-y. Non, je disais, effectivement, je suis d'accord avec toi, Francis, c'est 4 fois le même plot de départ, quoi. Il a une mission sur son holo et il part en fait pour faire un truc en fait que lui a demandé Sidious. Ouais. J'ai envie de dire que la fin aussi, pour moi, est très très similaire dans les 4. Et c'est plate à dire, mais c'est beaucoup la même histoire aussi que dans Soif de sang. Je parle de début-fin. Donc, c'est ça. Écoute, on en parlait un petit peu dans Spoiler. Côté graphique, là aussi, je ne répéterai pas ce que vous avez dit. Tu as raison, Jean, on avait bien aimé. Il y avait des très belles choses dans le Vador. En même temps, dans le Vador, il y avait beaucoup plus que 4 possibilités. On avait même ta fameuse, ta muse de Peach Momoko. Mais c'est ça, il y avait une dizaine peut-être d'options. Tu sais, là, on en a 4. Il y a Leonard Kirk dans le lot, que c'est moyen. Fait que bref, je ne donnerai pas ma note tout de suite, mais elle va être un peu moins bonne que pour le Vador, sans être un désastre. C'est loin d'être un désastre. Il y a des très belles choses, tout ça. Il y a des pleines pages, entre autres, là, qui me sont restées en tête. Mais c'est ça. Je trouve que je suis moins frappé par la beauté de l'album qu'avec le Vador, clairement. Puis là, le Boba Fett, on en a un. On verra pour la suite. Mais c'est ça. Je suis un petit peu déçu sur cet aspect-là. Puis tu sais, c'est Maul qui défonce des gens, qui défonce des droïdes, qui défonce des... Ça devient redondant un peu aussi, même visuellement, là, je parle. Donc, voilà, même s'il y a différents styles, là, mais bon, voilà. Ça tranche des bras pendant quelques cases, ouais. À chaque fois, on se plaint qu'il n'y ait pas assez de morts dans les Star Wars, mais là, Des comics d'action. Ça, clairement, c'est du blockbuster d'action. Ça, il n'y a pas de doute, ça se lit vite. Mais c'est ça. Même si tu ne sais pas parler anglais, hein, d'ailleurs. Ça se lit vite. Je pense que... Ouais. Donc, excellent, messieurs. Est-ce qu'on se lance en partie spoiler? Comme on disait, c'est une anthologie de 4 numéros assez distincts, donc on va aborder chaque numéro un par un, là, parce que ça ne ferait pas de sens de le faire nécessairement dans un tout. On va mettre un mini avertissement spoilers rapide. Jean, est-ce que tu veux nous résumer le premier de ces 4 one-shots? Je voulais te demander, est-ce qu'on nomme vite fait les 2 auteurs et le cover artiste en début de... Oui, effectivement, on peut bien. Tu vois, je peux les afficher à l'écran aussi. Donc, le premier, c'est Benjamin Percy, le scénariste. Enfin, l'auteur, ouais. Ouais, c'est ça, l'auteur. Stefano Raffaele, qu'on connaît bien comme artiste. Et comme coloriste, je ne connaissais pas, c'est Raoul Angulo. Donc, voilà. Aux couleurs, rappelons que c'est du blanc, du noir et du rouge. Donc, le travail de coloriste est un petit peu plus peut-être
Coloriste et encreur aussi, il faut les noter. Alors les encreurs, souvent, c'est les Ouais. dessinateurs qui encrent même, mais pas tous, hein. Mais il y a pas mal de beau travail sur l'ancrage, il faut le nommer. Alors moi, je retiendrai juste les auteurs et dessinateurs parce que ça fait déjà assez, quoi. Benjamin Percy, on l'a jamais vu dans Star Wars, c'est son premier crédit, et il est sur aussi un Boba Fett Black, White and Red, voilà. Mais il a une biblio de malade, hein. C'est un auteur très très confirmé. Et il a fait d'autres Black, White and Red dans d'autres univers, comme on l'a dit. Et Stefano Raffaele, tu l'as dit, on le reconnaît. Récemment, comme Kirk, qu'il a fait les Battle of Jakku. Et il est sur Legacy of Vader là, en ce moment, la ongoing qui sort sur Kylo Ren. Voilà. Et il a fait du Dark Vador, Black, White and Red aussi. Et j'avais envie de nommer les cover artistes. Non, c'est après. On nomme par numéro là, tant qu'on y est. On peut le nommer tout de suite. C'était Ouais, c'était voilà. parti, vas-y. Voilà, là, pour le numéro 1, c'était Alex Maliv. Tu les as. Ouais, je sais pas si tu les as sectionnés. Alex Maliv, ouais, qu'on connaît très bien, parce que lui, il fait souvent des covers, des variant covers très très stylés. Il fait rarement des intérieurs. Il a fait la série Lando de Charles Soule. Mais voilà, donc c'est lui qui signe Maliv. Ouais, je crois que c'était lui, hein, sur Charles Soule. Je pense que c'était le Cross. Ou le Cross. Ah mince, donc je me plante. Peut-être Mais tu as raison, c'est magnifique et c'est celle qui a été utilisée pour la couverture du TPB, bref, ou de l'album Panini. Exactement. Et pour le résumer, ça va se résumer très vite, comme la majeure partie des mini. Vous verrez, les 1 et 2 sont très rapides, les 3 et 4 sont un peu plus longs, il y a un peu plus de trucs à manger, mais bon, les 2 premiers c'est très rapide. Donc Palpatine envoie Maul en mission sur un vaisseau prison par des monstres à la Hellraiser, hein, je suis désolé, je suis obligé de le nommer, mais en ce moment on est sur du Hellraiser à la maison, donc ça va être Tu vois, moi j'ai dit Lovecraft, mais c'est... Ouais. Ah oui, voilà, de ça, quoi, il y a de ça. Sur place, donc il voit que le coup est décimé, il va vite rencontrer donc un premier monstre qui va lui faire avoir des visions d'horreur, là, donc Baston, il le bute, puis il passe à un deuxième monstre, là, plus dans la force physique, là, une espèce de rhino. Voilà, donc Baston, il va le buter aussi, et il va finir sur le leader, le dernier monstre, avec ses followers, qui va essayer de le mind twist, mais Maul va vouloir le buter d'abord, il va pas réussir. C'est quand même le boss final. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire cracher le vaisseau sur une plaque de glace. Et voilà. Subtil. L'important, c'est le résultat. Donc, c'est ça, peu importe la méthode. Vous avez aimé cette histoire-là, les gars. Comme j'ai dit, l'histoire, on peut passer vite, parce que pour moi, c'est du ultra déjà vu. C'est variation sur du ultra déjà vu. Alors, mais non, moi j'ai des tonnes de choses à dire sur le scénario, justement. C'est une des vas-y, parce que moi, j'ai rien à dire. Donc, mais contrairement, parce que, justement, en plus, c'est un scénario qu'on a vu, mais pas vraiment avec du Dark Maul, l'histoire de vaisseau hanté, on adore. Tu vois, tu présentais le Qui-Gon, le graphic novel, c'était un peu ça aussi. Et cette histoire de vaisseau hanté, moi, dans l'univers Star Wars, je sais pas si ça vous botte vous, mais j'adore ce genre de. Ouais, on avait vu ça un petit peu aussi dans le suite de Kevin Scott, là, sur, ces Tales of 3 petits points, là, à chaque Halloween, là. Voilà, exactement, ça fait un peu ça. Il y a une année, on était là-dessus, c'était Kanan, Hera, puis Chopper, je crois. Ouais, voilà, exactement. Mais ça, moi, j'aime beaucoup ce genre de trope. Et là, j'aime bien. Il y a une espèce de, là encore, de fil rouge vite fait, où c'est des épreuves que Maul va devoir repasser. T'as d'abord l'épreuve de l'esprit, tu vois, avec ses visions là. T'as le premier monstre, puis t'as l'épreuve de la force physique là, avec le rhino, machin. Et voilà. Et moi, j'avais envie de faire tous les parallèles. Je suis sûr que c'est du Hellraiser que l'auteur a référencé là, parce que écoute ça. Je les ai mis sous les notes. Ouais, voilà. À tout faire, donc quand Maul va rencontrer ce leader là, il va prendre l'apparence de Maul et ce leader va s'arracher la peau comme ça. Et, comme je suis en plein dedans, alors moi c'est moi qui veux faire des parallèles. Le leader va même mentionner la combinaison entre pleasure and pain. Tu vois, c'est vraiment le plaisir et la douleur, qui est totalement le thème de la saga Hellraiser, quoi. Et les membres du culte, dont il est le chef, ils ont tous un aspect à la Pinhead sans les clous, et ils portent tous des espèces de trucs en cuir, enfin je sais pas. Un peu SM. Un peu SM, comme la saga Hellraiser, quoi. Donc pour ça, et pour la coïncidence flagrante, parce que encore une fois on est en train de les regarder en ce moment, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé cette histoire-là, voilà, pour niveau scénario. C'était juste tout ça que je voulais nommer, Francis. Moi je te rejoins en partie, j'aime bien les ambiances un peu horrifiques en fait, et là on est dedans, donc c'est pas mal. Après, ça reste classique, quoi. C'est un vaisseau prison qui a disparu. T'as des monstres en fait qui sont tués très rapidement quand même, hein, finalement, à part le dernier boss, hein, comme tu disais.
Mais ouais, moi, c'est plus. On est entre le Guillermo del Toro et le Lovecraft, je trouve, là, sur ce qu'on voit un peu dans les créations. Mais moi, j'ai bien aimé quand même l'ambiance assez glauque, assez suffocante. Et je trouve que du coup, là, le noir et blanc avec le rouge ressortent vraiment bien. Voilà. Donc, bref, On peut en après, parler, ça ouais. reste classique. Effectivement, il est confronté à ses peurs. Il s'en sort à la fin. Effectivement, il crache le vaisseau. Bon, voilà. Mhm. C'est Ouais, pas, c'est pas fou en termes d'histoire. Par contre, techniquement et graphiquement, moi, j'ai beaucoup aimé celui-là. ouais, voilà, Je voilà, trouvais voilà, voilà, très très belle joli. Ouais. transition et Mm. ouais, c'est une parfaite utilisation du rouge, je trouve. Niveau Ouais. ambiance horrifique comme ça, c'est parfait. Mhm. Côté C'est Dead très, Space, là. Mm. très Ouais, joli. Puis bon, la variété des monstres là, que Jean nous Mm. montre à l'écran là, pour les gens qui nous écoutent à l'audio. Comment dire, plus qu'à l'habitude, on vous invite à venir nous écouter sur YouTube, dans le sens que, ben, c'est ça. On vous Ah l'a oui, dit, là. c'est un concept visuel, cet album-là, donc voilà. On vous en montre quelques extraits. Par contre, je peux pas dire que c'est pas mauvais, là, Raffaello, comment il s'appelle, donc, Raffaello? Stefano Raphaël. Mm. Ça sera pas mon préféré non plus. Par contre, je sais pas vous, là, pour moi, c'est bien sans plus. C'est pas, je peux pas dire que j'ai pas eu d'effet Ah, wow ou quelque chose comme c'est ça. pas mon préféré non plus, ouais. Mm, mm. Ce Ah, sera, je sais pas. c'est le 2. Ouais. Ouais, ah C'est C'est oui, bien, Carlos là. Nieto. C'est bien, là. Ah, ben, gars, on va en profiter pour le plugger ici. C'est pas du Georges Gentil. Donc, voilà. voilà. On va avoir Ah non, mentionné Georges Gentil, comme dans tous les épisodes comiques. On est très loin de ça. Ouais. Ah, on on est est, ouais, au-dessus les quand quatre. même. Hein. Les quatre, ouais, les quatre sont quand même au-dessus. Ah, j'ai bien aimé justement l'utilisation du rouge parce qu'on le verra dans les suivants, c'est peut-être moins évident. Là, voilà, l'ambiance, il donne une espèce d'aspect horrifique assez sale que Maul va Mm. traverser. Déjà, dès que la première page, là, j'ai essayé de vous la remettre, où ouais, il a juste mis les yeux de Palpatine en rouge, c'est con, mais le découpage aussi était sympa, dynamique, tu vois, Mhm. ça met dans le bain direct, quoi. Les vaisseaux, là, quand il arrive, pareil, c'est quand même des super planches. On le verra, Kirk, il est quand même moins doué pour ça. Donc ouais, c'est c'est pas un chef-d'œuvre non plus, mais ça m'a quand même bien bluffé niveau art, ouais. Moi, j'ai trouvé que, tu vois, hormis Rocksteady, là, le rhinocéros, là, qui était Rocksteady, moins, carrément. qui était moins bien pensé, le reste était quand même, enfin, ouais, techniquement, sont jolis, les monstres, quoi. Ça, Ouais, c'est vrai qu'il fait un peu tâche, ce Rhino, ouais, ouais, effectivement. ouais, on sait pas trop, il débarque là, alors que c'est pas du tout l'ambiance du truc, mais bon, que tu l'as dit, c'est pour symboliser la force, effectivement. Mhm. Excellent. On passe au deuxième. Deuxième, donc, de Mark Russell. Alors pareil, c'est un gros nom du comics avec une milieu de malade, Ouais. mais qui n'a fait que ça en Star Wars, donc ça c'est drôle. Putain, la cover, elle est énorme. Alors là, juste dans la cover, le dessinateur là, c'est Carlos Nieto, qui est actuellement sur Ultimate Black Panther, si vous lisez un petit peu le nouveau univers Ultimate, mais qui est pareil, qui est tout nouveau pour Star Wars. Et donc le Un cover style artiste. très, très, très manga japonais. Hein? Ah ouais, complètement, ouais. Mais on parle de la couverture. Ah oui, ouais, pour la couverture là, donc c'est Tyler Kirkman, qui est très souvent sur des variantes cover hein, sur Star Wars, on l'a déjà vu aussi. Il y a plus d'une douzaine de séries qu'il a fait en variante, donc excellent hein, cette cover. Voilà. Et donc l'histoire, pardon, Palpatine envoie cette fois Maul reprendre une colonie minière sur une lune, la Moonbender, bref. Il va y rencontrer une certaine résistance, et notamment d'anciens chasseurs de primes qui se font appeler les Reminders. Alors j'ai pas le nom en français, donc les restants peut-être. Et survivant, peut-être. Enfin, moi, j'ai compris comme ça, quoi. Ouais. Ouais. Ouais, c'est vraiment ça, c'est les restes d'une ancienne guilde de chasseurs de primes, peut-être, je sais pas. Dont le docteur Korvik, là, qui nous a introduit au tout début, est une des têtes pensantes. Donc lui et un petit groupe vont devoir faire face à Maul venu les défoncer. Il va donc les faire un par un, jusqu'à arriver au fameux docteur, qui va massacrer également. Et tout ça pourquoi, au final, Palpatine va, via Holo, on va lui dire qu'à la fin, en fait, il se fout un peu de la colonie minière. Lui, Maul pensait vraiment qu'il voulait reprendre cette colonie. Mais non, il a juste envoyé là pour s'entraîner. Et c'était un test, en fait. Ouais, ça finit comme ça. Ouais. C'est un test. Donc, quand je vous disais que ça commence et ça finit comme à chaque fois la même chose, bon. Mais vous avez raison. La première fois, le vaisseau, prison, horrifique, etc. Bon. Cette fois-ci, colonie, etc. Bon.
Non, il y avait un Mais- message à la fin du premier numéro. Le but de Palpatine était, vu que le leader, lui, il prenait le chaos et Palpatine, on le sait déjà dès l'époque, lui, ce qu'il veut, c'est l'ordre. Donc, c'est un peu l'opposé de ce que lui prévoit de faire dans la galaxie. Donc, lui, il voulait vraiment annihiler cette menace-là qui pourrait semer le chaos dans la galaxie, quoi. Donc, il y avait peut-être une petite raison, quoi. Ouais, c'est ça. Maul sert d'homme de main à Palpatine. Ouais. Ouais. Sinon, côté graphique. Moi, c'est celui que j'ai préféré, perso, côté Ouais. graphique. Je trouve que c'est vraiment. Alors, peut-être parce que le style est plus réaliste aussi. Là, je suis en train de me le repasser là, pendant qu'on parle. Je trouvais que le style est plus réaliste en fait que le précédent. Il y a plus de personnages aussi différents, donc on peut plus voir peut-être l'auteur en fait s'exprimer, enfin le graphiste pardon s'exprimer que dans le premier épisode. Et je trouvais que les planches étaient vraiment très belles, quoi. Enfin, il y a vraiment des planches très très belles. Après, effectivement, bon, voilà, tu montres bien là, ça boom, ça tranche, ça tue en fait dans tous les sens. Voilà, il met un massacre en scène quand même. Hein. Enfin, Ouais. c'est un peu ça tout le temps. Voilà, avec peut-être c'est celui où il y a le plus de dialogue, si je dis pas de bêtises. Peut-être l'épisode 4, je sais plus, ou le quatrième, mais Ouais. enfin, tu l'as dit, il arrive, il sort son sabre, il tue, quoi. Mais on a quand même cette histoire comme de la colonie qui explique pourquoi ils sont là, en fait. Voilà, moi j'ai bien aimé. Ouais, Du peut-être point de vue, mentionner, il y a peut-être un peu moins dans les contrastes visuellement. Hein. Il y a très peu de noir dans celui-là. On est beaucoup plus sur du gris. C'est moins marqué. Ouais. Donc, mais puis tu as raison, ça va avec le style. Beaucoup plus de détails quand même, là, ou en tout cas plus, comme tu dis, un peu réaliste. Mais tu sais, quand même, découpage dynamique puis tout ça. Là. Mais tu mentionnais, ça ressemble vraiment un peu à du manga, parce que moi, en fait, en tout cas, même en le lisant sur l'iPad, il y a des planches, et notamment juste celle où il arrive, je sais pas si tu peux montrer à l'écran, Jean, c'est tout au début, en fait, où en fait, on le voit, il est vu de dessus, en fait, et il est à la porte, en fait, au fond. Et en fait, tu vois en fait de l'ancrage presque, enfin pardon, tu vois les ombres sont faites presque au fusain en fait, un petit peu avec un gris qui ressort. Et on a voilà, c'est la petite vignette que tu as en haut en fait, en haut à gauche. En fait, je trouve qu'elle ressemble vraiment en fait, ça fait très planche de manga en fait dans la lecture, enfin dans l'ancrage, dans la colorimétrie, tout ça. On est sur un style assez manga qui va bien avec la cover, hein, du coup qu'on a montré c'est vrai, tout à l'heure. Le dynamisme des bastons, ça fait très dynamisme à la manga. Complètement. Les poses des personnages, en fait, où il a son sabre en arrière, il a les jambes dans un certain sens. En fait, on est dans une construction très japonisante, effectivement. Bah oui, moi je suis Au grand plaisir de Jean. Oui, non, vraiment. Non, mais moi je suis fan aussi, hein, donc ouais. je dirais rien à Jean là-dessus. Mais voilà, moi je te rejoins complètement, je vais pas répéter ce que ça dit sur les dessins. Juste voilà, l'utilisation du rouge pour celui-là, là c'est un peu plus anecdotique. Il y a même certaines planches quasiment en noir et blanc presque, tu vois, où il y a quasiment pas de rouge. T'as un ou deux détails de rouge, ouais. Voilà, il s'en sert pour des détails du droïde, genre la telle du docteur. J'ai bien aimé ça le détail, mais quand il tranche des membres, t'as l'espèce de cercle de chair qui est rouge aussi, tu vois. Mais ça, voilà, il y a la lave, oui, effectivement, il y a de la lave en fond qui parfois est rouge. Mais voilà, à part la tête et le sabre, il n'y a pas vraiment d'utilisation du rouge comme on l'a vu dans le numéro précédent, quoi. C'est pas gênant en soi, hein, parce que le noir et blanc est quand même très joli, mais voilà, ça arrive un peu à rien de le faire en red. Ouais, mais je te dis, c'est ce qui m'a renforcé l'aspect manga, parce que je trouve que pour le coup, en fait, les seuls, enfin, c'est bien d'avoir que quelques pans de rouge, parce que ça marque, en fait, tu portes ton œil et ton attention justement sur ces pans de rouge, et tout le reste étant en noir et blanc, ou en gris, plutôt, effectivement, comme tu disais, Francis, en gris et blanc, en fait, ça contraste mieux, je trouve, plutôt que le précédent où il y a quand même pas mal de rouge. T'as même carrément des planches qui sont presque toutes rouges, en fait, avec juste des traits des persos en noir. Là, on est complètement sur le style inverse. Et je pense que vraiment, enfin, faudrait voir, mais il a vraiment voulu faire un effet manga, en fait. On est sur un manga en noir et blanc avec quelques planches colorisées, comme on peut avoir. Ouais. Mais qu'on va avoir en main en très grand format. Ouais. Et pour le niveau histoire, pareil, c'est une histoire que j'ai plutôt bien aimée, tu vois, même si c'est beaucoup plus action. Mais voilà, l'histoire de ce groupe de Bounty Hunters m'a plu. Le fait que tu disais, c'est plutôt bavard, effectivement. On est du point de vue du docteur, là, qui nous raconte un petit peu l'histoire en mode, tu sais, les cases de pensée, là. Donc, j'ai bien aimé le fait que c'est très bête, mais un détail, c'est qu'il
une Twi'lek au début, qu'on revoit à la fin, qui est un peu la seule survivante du groupe. Donc tu te dis, bon, voilà, leurs reminders continuent, quoi, malgré le carnage de Maul. Ouais, ce sont des personnages qui vont toucher, tu vois, ils se font défoncer l'un après les autres, mais tu vois, il y a une espèce de grosse, je pense à toi ça, Francis, une espèce de grosse bourrine avec sa mitrailleuse, là, qui fait penser à Cara Dune de la série. La Gatling. Voilà, avec la Gatling. Donc, ouais, il y a une belle palette d'aliens qui ferait plaisir à Tom et du donc, qui était relativement touchant dans leur histoire. Tu vois. Et leur mort n'en est que Twi'lek, Mancala, entre autres. Ouais, voilà. Et toi, Francis? J'ai rien à ajouter là, par rapport à ce que vous avez dit, puis je vous ai interrompu ici et là. C'est ça, on est moins dans le contraste, donc moi c'est ce qui m'a moins plu ici. J'aime beaucoup le style, par exemple, je mentionnais Luke Ross tantôt, donc il va y avoir beaucoup de parties noires dans une planche là, pour donner justement l'ambiance. Mais ouais, c'était très joli quand même. Là, donc, je veux vraiment pas bâcher le dessinateur. Puis, tu sais, l'utilisation du rouge, tu as raison, Jean, est peut-être un petit peu plus anecdotique. On le voit, on a un exemple à l'écran dans une explosion. Je sais pas, alors que dans le Vador, ben, vous imaginez bien que c'était son sabre, des fois ses yeux. C'est ça, là. Bon. Ouais, tout l'environnement autour qui était éclairé par le sable rouge, là c'est un peu ça. Et d'ailleurs, le sang, quand Maul saigne, là, on voit sur ce cas, le sang est blanc sur le crâne de rouge. Ça aussi, ouais. Exact. Donc, rien à ajouter. C'est ça. Pour moi, j'ai pas d'effet wow, j'ai pas de choses hyper originales. Évidemment, je compare souvent au Vador, mais vous comprendrez que c'est ça, c'est comme notre seul autre objet de comparaison là, de cette collection-là. Puis, tu sais, souviens-toi, genre, il y en avait un qu'on était carrément dans le système microbiologique de Vador là, qui avait été infiltré par un virus. Et là, en tout cas, puis visuellement, c'était très, très, très original. Puis côté histoire, c'était quand même aussi très original. Je sais pas, ici, on est encore dans une mission très, très classique de Maul qui arrive, qui détruit tout, qui repart. Ouais, effectivement. C'est pour ça que j'aurais aimé qu'on explore le Maul à d'autres périodes. Qui, là, a des histoires beaucoup plus profondes, etc. Ouais, mais est-ce que ça colle vraiment avec le roman graphique? De Maul. Je trouve que c'est un des personnages qui a le plus de versions, on va dire, ou d'histoires, si on peut dire, de vie là, différentes dans Star Wars. Fait que c'est ça. Un petit côté dommage, mais passons au troisième. On va voir si c'est une toute autre histoire. Alors. on dirait que vous n'encouragez pas ma naïveté. Mais on verra. En tout cas, au niveau autrice, c'est Erika Schultz. Alors pareil, c'est une autrice très très connue dans le milieu, mais qui signe son tout premier comic Star Wars. Beaucoup de nouveaux au scénario de cet homme-là. Et au dessin, c'est donc, on l'a dit, Leonard Kirk, donc qui avait fait le Vador, du Vador Black, White and Red, la fameuse partie, voilà, histoire en 4 parties. C'était Jason Aaron, voilà, qui écrivait ça. Et c'était Leonard Kirk qui l'illustrait. Et donc lui qu'on a vu dernièrement sur Battle of Jakku, voilà. Age of Resistance, Han Solo Cadet Impérial, bref, c'est un nom qu'on connaît, Leonard Kirk. Et à la couverture, Sarah Pichelli. Alors elle, c'est une légende du comic, Sarah Pichelli, c'est elle qui a co-créé Miles Morales quand même, tu vois. Elle est sur pas grand-chose sur Star Wars, elle sera sur du Boba Fett, Black, White and Red. Mais ouais, elle est surtout variant cover plutôt que les autres. Écoute, parlons, évacuons tout de suite cet aspect-là. Je trouve que c'est la moins bonne des 4 couvertures. Ouais, je suis OK. Ouais, pareil, ouais. On est d'accord. On sera tous d'accord. C'est quand même pas affreux, là. Mais moche, ouais. Mais ouais. Effectivement, c'est peut-être la pose qui est moins iconique, là. C'est un peu plus classique. Random, quoi. Ouais. C'est ça. Et donc, résumé, donc, tac. Donc, début d'histoire très surprenante, mais Palpatine va envoyer Maul en mission sur une lune. Pour y tuer, attends. Qui aurait parié sur un tel dénouement? Ouais, c'est une intro très très originale. Mais là, attention, il va pas cibler un groupe de personnes. Cette fois, il va cibler une seule personne. Mais il va quand même tuer un groupe de personnes. Hein. Enfin, voilà, faut y arriver. Donc c'est un dévaronien, un criminel dévaronien du nom de Quarsion, je sais pas comment on prononce, qui aurait des infos sur Palpatine et que ce dernier aimerait garder secret. Info qu'il va évidemment pas dire à Dark Maul, il va le garder dans le flou total. Palpatine qui est encore sénateur vu la période, mais là on est un petit peu sur Coruscant et on verra
Palpatine en mode sénateur, mentionner le fait que Valorum est donc le chancelier à ce moment-là de l'histoire, et faire des bails de sénateur sur Coruscant. Donc voilà. Et c'est bien Holo qui apprend à Cor-Sion, qui lui apprend quelques bails louches sur Palpatine. Alors Cor-Sion va vouloir le blackmail pour obtenir un pardon qui lui ferait lâcher sa carrière de criminel. Bon, très très mauvaise idée de blackmail Palpatine, autant qu'il ne sait pas qui il est vraiment comme gars. Maul va arriver donc sur la planète, la Lune, va défoncer les hommes de Cor-Sion, évidemment, va arriver jusqu'à lui, mais voilà, avant de le tuer, il va quand même lui demander pourquoi Palpatine l'avait pour cible, parce que Maul demande à Palpatine, mais pourquoi, qu'est-ce que tu as contre lui? Et Palpatine ne veut pas lui dire, tu vois, donc il va demander directement la Tu cible. mets en doute mon enseignement. Voilà, tu remets en doute mes ordres, enfin le truc classique, quoi. C'est ça. Et donc Cor-Sion va tout avouer. Donc voilà, il y a un temps sur Coruscant, dans les bas-fonds, il a spoté le Changrian Masameda faire des bails chelous avec le tout gentil sénateur Chief Palpatine. Donc voilà, il a voulu blackmail Palpatine. Et au final, Maul va buter Cor-Sion. Puis de retour sur Coruscant auprès de Sidious, Maul ressentira genre les doutes de son apprenti. Non, plutôt le maître ressentira les doutes de son apprenti, mais l'apprenti aussi va ressentir la peur de Palpatine de révéler vraiment quel genre de personne il est. Bref, une jolie fable maître-apprenti, mais du côté Sith. Donc c'était relativement original, on va dire. Voilà. Ouais, le mot-clé dans ta phrase, c'est relativement. Ouais, je sais pas, est-ce qu'on a beaucoup de récits où Maul et Sidious parlent vraiment? Est-ce que Maul... Parce que j'ai l'impression qu'on a eu ça quand même beaucoup. Écoute, c'est peut-être moi, là. J'ai peut-être oublié, ouais. Mais ouais, j'ai l'impression que c'est encore là du très redondant. Puis on a la fin classique avec le... C'est-tu dans celui-là avec le balcon? Ou c'est dans le suivant? Ouais, exactement, c'est la menace fantôme. Donc, on l'a déjà eu, encore une fois, dans Soif de sang. Puis c'est ça, il y avait au moins un comics de l'ère de la République, mais j'ai l'impression aux gens qu'il y en avait on a un autre one-shot aussi sur Maul. En tout cas, je le retrouverai, là. Mais ouais. Sinon, côté histoire, je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Pour moi, c'est ça, on est dans du relativement déjà vu. Genre, il y a 3 minutes dans la discussion, ou tu sais. C'est du point de vue de Dark Maul. Là. Avant, c'était la point de vue du docteur, là, donc un point de vue secondaire. Là, on est dans la tête de Dark Maul avec des cases de sa pensée. Donc, après, moi, j'ai bien aimé ce qui se passe quand même. C'est-à-dire que pour le coup, j'aime bien quand il chope le mec là, le premier, il le décapite, il envoie la tête en fait. C'est quand même en fait, on est quand même dans un truc entre le récit d'espionnage et puis un peu le thriller horrifique un peu aussi quand même. Mais là, le monstre, c'est Dark Maul quoi, et qu'il les terrorise un peu, mais après ça reste sur la même construction. Il débarque, il a une cible, il tue tout le monde autour et il repart, il a tué sa cible quoi. Voilà. Et effectivement, il y a le doute. Il sort du doute. Précisons que on ne sait pas, peut-être que c'était ça la commande dès le départ aussi. Là. Donc là, évidemment, je critique un peu les 4 scénaristes, là, mais c'était peut-être ça la commande carrément, que les 4 numéros soient à cette période-là. Puis tu sais qu'on leur a demandé des espèces de récits initiatiques chez les sites là, de Maul et l'Empereur et Palpatine. Donc, c'est ça. Mais bon, si c'est ça la commande, encore une fois, comme j'ai dit dans une émission récente, si l'idée est mauvaise, je ne vais pas vous féliciter d'avoir bien exécuté ni une mauvaise idée. Bon, voilà. Parce que Francis, rappelle-moi, mais comme le Dark Vador, est-ce que ce tome est canon? C'est du récit canon? Oui, tout ça demeure du canon. Ouais. Donc, après, tu prends pas beaucoup de risques à rendre canon ce truc-là, hein, quand même. Oui, voilà, mais c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas pris de risque de vouloir involver parce que, effectivement, à moins que Maul soit verrouillé, l'histoire de Maul par Dave Filoni pour des projets futurs. Mais je serais quand même surpris parce qu'on l'a eu dans plein d'autres types d'histoires, comme je disais, dans d'autres œuvres. Aussi, si je ne me trompe pas, en roman. Donc, je sais pas. Je suis un peu je l'ai dit en début tout à l'heure, en partie non spoilers, mais déçu du manque d'originalité des histoires. Mais en fait, au-delà de ça, c'est que tu n'as aucun lien avec le reste de l'univers, ni avec la suite. Tu n'as aucun perso en fait, que tu vas revoir ou que tu as revu. Typiquement, la Twilight qui s'enfuit dans Reminders, en fait. Oui, voilà. Tous les persos, les planètes même, sont inédites. Quoi. Ouais, c'est ça, en fait. Il y a pas de. C'est ce que je te disais, il y a zéro risque, en fait, à rendre ça canon, ou pas d'ailleurs. En fait, il n'y a pas d'intérêt, en fait, pour, on va dire, pour la continuité de l'univers. Voilà, mais je voulais,
souligner le fait que justement c'est pour ça, comme tu disais, c'est peut-être un personnage bloqué qu'ils n'ont pas pu explorer plus que ça parce qu'ils ont des plans pour lui, ce qui est dommage, quoi. C'est quand même c'est une retcon de littérature, hein. Ce sera pas la dernière, ce sera la première. Ouais. Sinon, côté graphique pour celle-là? Vraiment pas mon préféré, moi. Ouais. Mais moi, je vois le verre à moitié plein plutôt là, parce que Kirk, je le trouve pas terrible généralement, mais là, j'ai trouvé correct. Alors, c'est pas magnifique, mais correct. En tout cas, ça m'a bien plu. Tu vois, c'est lui qui fait le plus de double pages. Alors, c'est des double pages de baston. Ça commence comme ça, et puis il y en a 2 autres par la suite qui font un petit peu miroir là. Mais je trouve pas dégueulasse ces doubles pages, c'était vraiment pas mal, quoi. Le rouge est un peu plus utile que l'histoire précédente, tu vois. Il y a des ambiances, tu vois, quand tu disais quand il arrive, il va infiltrer, pam pam, il coupe l'électricité, donc il se retrouve un petit peu dans le noir, bam, le sabre éclaire un petit peu. Il y a quelques ciels rouges très sympas sur Coruscant, machin. Donc ouais, je trouvais un Kirk plus sympa que d'habitude, tu vois. Donc voilà. Ouais, ben, si tu veux montrer à l'écran, je vais être très rapide. Je suis exactement comme toi. C'est mieux que ce qu'on a eu récemment sur la bataille de Jakku. Donc, ça sera pas mon préféré. C'est un style, je trouve, un peu botché, comme on dirait ici. Là, donc, fait à la va-vite un petit peu. Même si, bon, tu sais, chacun son style. Là, lui, c'est ça, son style, c'est correct. Mais pour une œuvre qui est supposée être justement, le concept, c'est d'être très, très visuel et tout ça, ben c'est ça. Je suis quand même un petit peu déçu du choix de ce dessinateur. Je l'ai trouvé très inégal, même en fait, lui-même dans le comics, en fait. Et notamment, autant il y a une case que je trouve très belle quand il tue justement la fameuse cible, là, on le voit en fait qu'il lâche son arme, il a le sabre qui lui passe au travers, là. Je trouvais que la planche était plutôt jolie, même les planches du début, là. Autant la fin, notamment sur le balcon, enfin, je trouvais que c'était pas fou, quoi. Et ça aussi, là, ce que tu viens de montrer, tu vois, en fait, je trouve que c'est très inégal, en fait. Ouais, surtout au niveau des visages, il y a beaucoup de mal à reproduire, à redessiner toujours le même visage, c'est incroyable. Ouais, ça, et les visages, les visages humains de loin. Lui, il fait la méthode gentille, voilà, donc pas de visage du tout, pas de détails sur les visages. Donc ça arrive souvent. Et ouais, tu mentionnais cette planche-là, mais alors je sais pas si c'est un style ou de la flemme, hein, mais comme j'aime pas trop Kirk, je dirais que c'est plus de la flemme. Je sais pas, Tout est noir. il y a zéro texture, là, il y a rien, quoi. Enfin, c'est vraiment un petit trop minimaliste là, sur le coup. Donnons-y que c'est peut-être un style. Effectivement, ça a un côté contraste, c'est comme une grosse ombre noire. Mais d'ailleurs, t'as ça, hein, ça joue sur les contrastes à la fin, là, on le voit quand il rentre, en fait, t'as juste son ombre redécoupée, en fait, dans l'autre sens, en fait, quand il rentre dans son vaisseau, tout à la fin. Ah, tu vois, là, je trouve que le visage en haut à droite, c'est horrible. Excuse-moi. Effectivement. C'est pas fou, alors que 2 planches avant, il te dessine, en fait, le mec qui est en train de mourir, voilà. Ça, c'est plutôt, enfin, je trouve que c'est quand même mieux, tu vois, et t'as le contraste après avec inégal. Avec l'ombre. Ouais, c'est très inégal, je trouve. Ok. Et donc, pour le dernier, équipe créative, donc au scénario, c'est Greg Pak. Alors lui, on le connaît, hein, c'est lui qui était tout le long de la série Dark Vador 2020 au scénario, qui n'a pas fait l'unanimité chez nous, Dark Vador 2020, mais bon. Age of the Rebellion était quand même plutôt sympa. Il a commencé par quelques numéros Star Wars 2015. Et au dessin, on a deux dessinateurs. On a Luca Pizzari, qu'on a vu qu'une fois auparavant dans le one-shot Jabba the Hutt de l'event La guerre des chasseurs de primes, qui est lui qui fait la plus grande partie du numéro. Et au tout début, on a juste Will Sliney, lui qui est un nom qu'on a vu mais énormément de fois. Là, dernièrement, il était sur l'adaptation de l'épisode 9, qui est sorti récemment en VO. Il a fait, alors tu vas rigoler, Francis, mais il a fait plein de projets de promotion, que ce soit film, jeux vidéo ou parc Disney. Il a fait la préquelle du jeu VR, Beyond Victory, qu'on ne sait pas si on l'aura un jour en physique. Mais, c'était exclusif à la Star Wars Célébration au Japon, donc bonne chance pour mettre la main dessus. C'est un petit one-shot, un comics one-shot promotionnel pour le jeu VR que vous avez annoncé dans l'émission du Quad 9 de l'autre jour. Exactement. Et ouais, je voulais le mentionner, mais Seb a été trop vite dans son déroulé. C'est très dommage, je serais extrêmement surpris qu'on en ait une traduction. Mais... Ouais, et puis il paraît que c'est très, très plaît, Aurélien, Panini, ce serait bien de trouver le moyen de traduire ça et je ne sais pas l'insérer où, là. Je ne sais pas dans quel album ça pourrait bien fitter, là, mais bon.
Et après ça, Will Slaney, il a fait alors les numéros anniversaires des 25 ans de l'épisode 1, on se rappelle, les mini-séries Galaxy's Edge et Halcyon Legacy, donc des parcs Disney, le one-shot Beckett et Solo Star Wars Story, donc promo du film, le jeu vidéo Jedi Fallen Order qui avait eu droit à son comics aussi. Donc tu as vu, c'est que des trucs promo, et c'est dommage parce que Will Slaney, on verra, c'est quand même pas mal. Ah, et Rise of Kylo Ren de Charles Soule. Ouais, puis il a amélioré, si je me souviens bien, c'est lui qui avait une fâcheuse tendance à faire des lèvres de duckface, là, exagérées au botox. Okay. Mais ça s'est amélioré depuis quelques années. Je me souviens dans ses premières. Là, oui, maintenant tu mentionnes effectivement, j'ai vu que c'était lui, d'accord. Et à la couverture, donc c'est Eric M. Gist, donc IM Gist, pareil, un nom qu'on reconnaît. Elle est belle la cover. C'est cover que sur cette dernière. Et ouais, très jolie cover, effectivement. Ouais. Ouais, super. Voilà. Ça raconte quoi, Jean? Ça raconte quoi? Alors, pour ce numéro, Sidious va envoyer Maul. C'est trop pas massacrer des gens. Mais en non, parce que l'originalité, quand même. Là, tu vois, il va pas buter les gens. C'est pas ça la mission. Il veut qu'ils méditent sur une planète et en lieu d'un ancien temple Sith. Original, quand même, non? Je sais pas. Francis, non? Bref. Ouais, ben on en reparlera à la fin. Ok. Ah oui. Il va se prendre donc une chambre dans un bed and breakfast à 2 pas des ruines du temple où Maul va aller méditer, tenu par une gentille innkeeper là, qui s'appelle Alma. Alma qui va se faire harceler par le maire de la ville qui lui réclame de le payer, sinon il va raser sa propriété. Elle va le payer, mais pas en totalité, donc ce gros con, ce qu'il va vouloir, c'est la faire chier en faisant continuellement du bruit la nuit. Le gars n'est pas au courant qu'un site qui recherche le Peace and Quiet là, est actuellement là, quoi. Maul va donc buter et enterrer le maire. Corps du maire qui va se faire embarquer par une énorme créature du nom du Kalafang Kata, qui est une espèce de gros monstre entre lion et taureau avec 6 yeux. Là, c'est assez, vous verrez, c'est assez énorme. Ça arrange Maul en tout cas, hein, ça tombe bien que la bestiole emmène le corps. Mais le calme ne va pas durer pour autant, parce qu'un espèce de jeune prince arrogant là, arrive avec toute sa clique pour faire la fête sur la planète et chasser le Kalafang Kata, justement. Ils vont foutre le bordel dans les ruines, tuer les animaux qui n'ont rien demandé, eux, tu vois. Et au moment de se retrouver face au Kalafang Kata, ils remarquent que c'est en fait une maman qui protège ses petits Kalafang Kata, quoi. Mais comme ce sont des gros cons, ils s'en foutent et vont pour les buter quand même. Et c'est là que Maul intervient, un bon défenseur des animaux, et va tous les buter, parce qu'on sait tous, on préfère buter les gens que des animaux. Hein. Et il va sauver les créatures, donc c'est cool. Mais voilà, Maul ne va toujours pas pouvoir méditer en paix, parce que le père du gars va se pointer et foutre encore plus de bordel. Le père qui faisait rien que son fils se soit fait buter. Donc il va carrément détruire le bed and breakfast de Alma. Alma va s'échapper de justesse quand même, hein, faut pas déconner, elle est innocente, elle a rien demandé. Et Maul va évidemment arriver pour le buter, lui et toute sa clique. Et voilà, enfin Maul peut méditer en paix, voilà. Et c'est à ce moment-là, la toute fin, où Sidious va le rejoindre et va constater le fait qu'effectivement il médite. Voilà. Très drôle. Il n'y a pas de réplique qui fait dire que, encore une fois, c'était un test d'aller méditer dans un hôtel trop bondé. Oui, c'est ça. Le ton plus comique, je ne sais pas si vous l'avez ressenti aussi. Je vais vous donner que c'est le plus original des 4. Oui, pareil, je suis d'accord. Celui qui va un peu plus dans l'originalité. Mais ça reste que c'est Maul qui défonce tout le monde. Oui, voilà. Après, mais moi j'ai trouvé que c'était vraiment bien construit. En fait, je me suis marré du début à la fin de l'histoire. Ouais. En écoutant le résumé de Jean, je trouve que ça ressort encore plus. Mais la péripétie en fait, qui part d'un truc simple en fait, et où le mec il est constamment dérangé en fait, et il pète un plomb à chaque fois pour aller rétablir. Parce qu'en plus, enfin, tu l'as pas mentionné, mais entre chaque truc, il retourne méditer, quoi. Enfin, tu le vois, il est excédé, en fait, il retourne méditer, il se pose, et là, putain, ça repart. Déjà, on voit que ça le saoule, en fait, de méditer, parce qu'il fait il reste assis 2 secondes, puis après, il se relève. C'est pour ça que je disais que ça faisait penser un peu à ce qui se passe dans le combat contre Qui-Gon, là, où tu le vois, en fait, il tourne en rond, là, comme une bête sauvage, là, en attendant que ça s'ouvre. Là, on sent que c'est vraiment, pour lui, la méditation, c'est le pire truc, tu vois. Il préfère aller sur des planètes pour buter des gens. Au moins, il sait ce qu'il va faire. Là, ça, c'est l'été. Une belle journée de soleil pendant tes vacances, tu t'es fait de relaxer. Et là, il y a ton voisin qui décide qu'il teste la pelouse, qui sort la tondeuse. Et une fois qu'il a fini, là, c'est l'autre voisin de l'autre côté qui sort sa tondeuse qui fait la sienne. Donc, ou des travaux dans la rue ou des choses comme ça. Mais je suis d'accord sur le point de vue. Moi, j'avais pas, comment dire, je sais pas, à la lecture, puis tu as raison, là, le résumé de Jean était comique.
Mais à la lecture, j'ai pas pouffé de rire non plus. C'est pas. Non, c'est sourire, c'est pas. Moi, ça m'a fait marrer. J'avais pas accroché sur cet aspect-là, mais vous avez raison, il y a un côté comique là, dans l'histoire. Ouais. Et Sinon, par contre, très peu de texte. Très peu de texte aussi. Ouais. Finalement, dans celui-là. C'est vrai. Mais graphiquement, très joli. Jean, tu avais commencé à mettre des images. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est mon préféré des 4. Et pourtant, Francis, tu as remarqué qu'il y avait 2 dessinateurs. Ouais, ben c'est justement à la lecture, je me suis demandé, parce que Will Sliney, comme Jean disait, on le connaît très bien. Et je me demandais si ça allait être en alternance ou quoi. Donc, c'est ça, Jean, tu dis que c'est vraiment juste au début. Ouais. Ben oui, parce qu'on voit bien le style de Sliney, il est plus arrondi, alors que le style de Pizzari, il est plus anguleux. Donc, et qui fait, je sais pas si vous connaissez Chris Bacalo, quand il était sur du X-Men, c'est c'était vraiment des visages anguleux, et ça c'est Pizzari, quoi. Tu vois, moi, ça m'a fait penser, quand t'as la bande de jeunes qui arrive, en fait, on dirait du Tarquin et Arleston, là, tu vois, l'Enfeuse de Troie, un peu, dans la caractérisation des personnages, ça m'a vraiment fait penser à ça, en fait. La manière de dessiner les persos, les expressions de visage et tout, pour une référence plus française, en fait. Mais techniquement, c'est très beau. Mais tu as raison de le mentionner, Philippe, le pourquoi 2 dessinateurs, puis pourquoi, tu sais, pas selon une structure, là, c'est vraiment, il fait 2 pages, puis ça sent le remplacement de dernière minute, là, l'autre a pogné le COVID, ou je sais pas, là, mais bon. Parce que si vous regardez me remettre les premières pages, c'est vraiment notre style, quoi. C'est vraiment les 2 premières avant qu'il arrive sur la planète, donc c'est pratique. Toute l'aventure sur la planète. J'ai l'impression, hein, c'est pas confirmé, c'est l'autre dessinateur qui fait tout le reste, quoi. Mais ouais, et pareil, le rouge qui n'est pas, tu vois, pour moi c'est là vraiment le numéro 1 qui utilise vraiment à merveille ce concept. Là, quelques ciels, quelques quand même jolies pages de l'espace, tout ça. C'est vraiment des détails, les yeux du monstre, voilà, quelques détails aussi, quelques ciels quand même, quelques ciels rouges. Ben, moi, j'aime bien comment appeler ça, l'interprétation de cet artiste-là du visage de Maul. Il y a un petit côté aussi manga, là, ça me rappelle la couverture du deuxième. Côté un peu exagéré là, dans ses traits. Là. Donc, ça j'ai bien aimé. Et le dessin de Sidious à la fin, je trouvais très original aussi. C'est pas, en fait, on a l'impression que c'est limite un vampire, en fait. Je sais pas si tu peux montrer la planche où il arrive, en fait, derrière Maul, en fait. T'as vraiment l'impression de voir un peu cette silhouette très grande, en fait, alors qu'il est pas si grand que ça. Enfin, en tout cas, on le voit toujours un peu voûté, en fait, et en mode, et là, en fait, on dirait vraiment le seigneur de la nuit, quoi. Enfin, avec, voilà, et cette planche, je trouve vraiment très belle, en fait. Ouais, la dernière planche finale. Et d'ailleurs, là, encore une fois, très comique d'une certaine manière, parce que voilà, il est là, voilà, tu vois, peace and quiet, alors que derrière, la ville est en sang et un feu en sang. C'est assez comique comme numéro. OK, ben messieurs, on est déjà dépassé notre temps limite. Est-ce que tu voulais mentionner des couvertures variantes, Jean? Je les avais pas préparées. Ah oui, surtout que là, je suis vraiment désolé, on est vraiment over limit. Mais alors, il y a des variantes diverses et variées. Elles sont quasiment toutes superbes, vu que le personnage se prête bien à ça. Hein. C'est vraiment un personnage poseur, quoi. Ultra stylé. Donc, effectivement, il y en a des pleins. Là, je vous en fais passer quelques-uns. J'ai pas noté tous les auteurs, sauf, voilà, tu vois, c'est superbe, quoi. Elle est belle, celle-là, ouais. C'est Gabriele Dell'Otto, justement. Voilà. Tiens, moi, je les découvre parce que je les ai pas dans le... Ah, ok. J'allais dire, on n'est pas certain par contre que ça va être dans l'édition de Panini, hein, parce que dans celle de Vador, j'ai vérifié tout à l'heure, je pense qu'ils les avaient pas. Donc, Et moi, je les ai pas sur Marvel Unlimited. Il y a juste un nom que j'avais envie d'appuyer, parce que c'est une légende du comics, et c'est très surprenant de le voir là. Je vais essayer de retrouver la cover. C'est le légendaire Frank Miller qui a fait une variante cover d'un des numéros. Et Frank Miller, voilà. Alors sur du Star Wars, le gars, il a rien fait. Il a fait une autre cover en 1981, quoi, de la série classique, quoi. Il a rien fait d'autre sur Miller. Et Miller, voilà, vous le connaissez, c'est The Dark Knight Returns, Batman Year One, Daredevil, si je dis pas de bêtises. Ouais. Pour le coup, le rouge et le noir, il a l'habitude. Voilà. Sin City 300, Ronin, mais c'est pas le même Ronin, un autre Ronin. Attends, je sais pas retrouver ça. Et c'était ultra surprenant, hein, en tournant le truc. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait là, quoi? Et pourquoi il a demandé, hey, les gars, je veux faire une variante cover. Et puis c'est pas la plus belle, bizarrement. Bon, après, le Frank Miller de maintenant, c'est un vieux monsieur de 70 balais. Donc, mais elle a quand même de la gueule.
est-ce que j'arrive à... C'est pas vrai que ça va bugger à ce moment-là. Bon, écoutez, je vous laisse continuer. Là. Pour toi. Ça a l'air de bugger. Ok, d'accord. Pourquoi ça bug tout le temps en fin d'émission? Je ne sais pas. Non, je l'ai mis pour toi, on la voit à l'écran. Tu l'as trouvé. Ok, très bien, super. Désolé, je sais pas ce qui se Ouais, passe. elle est Elle est pas folle, elle est originale par contre. Ouais. Ouais, très anguleux, encore une fois, le style de Miller. Mm. Mais qui a perdu aussi avec les années, évidemment. Il est plus aussi fin qu'à l'époque, effectivement. Mais pourquoi ça fait plaisir de le voir sur du Star Wars. Mais j'ai vraiment envie de savoir comment il s'est retrouvé sur ça, quoi. Est-ce que c'est lui qui a réclamé le truc ou est-ce qu'on lui a demandé? Ils se sont trompés de Miller, en fait, ils voulaient faire appel à John Jackson. Appelé Frank. Et d'ailleurs, pour l'autre, tu as vu, il n'est pas seul à l'art, quoi. Il est souvent accompagné maintenant. C'est très souvent le cas. Bon, fait que messieurs, on va passer à nos notes. Mettons-nous un petit roulement de tambour. Jean, quelle note tu donnes à ta lecture? Alors, encore une fois, très cliente cette proposition. J'avais mis du 17 sur 20 au Dark Vador, mais même si, moi, les 4 histoires m'ont plu, les 4 dessins, les styles différents m'ont plu, malgré ça, voilà, l'amour que j'ai moins fort à ce personnage et les propositions qui sont quand même beaucoup plus intéressantes du côté de Dark Vador, je mettrais un poil moins. J'avais mis un 16,5 sur 20, tu vois, dans mes notes, mais tu m'as fait mentionner qu'il n'y a pas Pitch Momoko dans ce tome-là, et ça, c'est une grosse faute. Donc, je vais baisser encore d'un demi-point, 16 sur 20, voilà, parce qu'il n'y a pas Pitch Momoko. Voilà. Et de ton côté, Philippe? Moi, je suis à 15 sur 20, voilà, parce que j'ai adoré graphiquement la plupart des histoires, mais ça reste pas très original, effectivement, dans la proposition. Je suis assez d'accord avec ce que tu disais, Francis. Voilà, c'est assez vu, mais ouais, par contre, un bon 15, parce que c'est quand même un bel objet, quoi. Voilà. Mm-hmm. Ben, écoute, ça sera pas un épisode débat comme la dernière fois. Moi aussi, Jean, j'avais donné un 17 au Vador. Donc, je vais descendre à un 15 cette fois-ci. C'est ça. Ça demeure, tu sais, le terme que tu as utilisé, Philippe, un bel objet. C'est vraiment un objet de collectionneur. Puis comme Jean disait, ben, en anglais sort plus tard une version, on va dire, plus standard. Mais pour Vador, ça n'a pas été le cas du côté de chez Panini en français. Donc, attendez pas. Comment dire, c'est ça. Là. Moi, je vous suggère de ne pas attendre parce que des fois aussi, les œuvres, ils tombent out of stock. Je cherche le terme, en rupture de stock. Donc, voilà, un peu plus cher, mais c'est ça. Pour le plaisir de vos yeux. Fait qu'on est quoi sur une moyenne de 15,5 à peu près. Voilà. Sinon, Jean, ben, on l'a mentionné un petit peu en début d'émission. Côté prochaines émissions, il y a 2 romans, ben, c'est ça. Il y en a un que le roman physique est sorti l'été dernier, mais l'audiobook n'était pas sorti, donc on attendait la sortie de l'audio. C'est de Crystal Crown. Je crois que c'est celui-là qu'on va attaquer en premier comme critique de Star Wars en direct. Oui, et aujourd'hui même, voilà, le 21 octobre, là, le jour d'enregistrement, le deuxième roman qu'on va traiter est sorti. Donc c'est The Last Order. De Mbalia, Kwame Mbalia. Et donc ouais, comme on va le faire en deuxième, mentionnons que la sortie en français va être très rapide pour celui-là. Pas Panini. Pocket a fait le choix de le traduire, de le sortir très vite. Début décembre, j'ai plus la date exacte devant moi. Mais ça fait en sorte qu'on risque de le critiquer pratiquement au moment où il sort en français. Donc, fait que ça, vous aurez compris à ceux qui nous écoutent en vidéo, à la couverture, il est question de Finn et de... Comment elle s'appelle, la personnage féminine, Jean? C'est Jana. Jana. Donc, c'est ça. Puis ça se passe après l'épisode 9. Fait que dans le fond, ça va être le récit le plus loin dans le temps qu'on va avoir. En espérant des réponses sur est-ce que Jana est la fille de Lando ou pas? Ouais, c'est ça. Je vais être agréablement surpris si on a une réponse, mais j'ai un gros doute. Ouais, j'ai l'impression que ça ne sera pas dans un roman qu'on va le découvrir. Je suis désolé. Moi, j'avais le 1er décembre comme date de sortie en français, mais je ne suis pas certain que ma date est bonne. Bref, quand même, ça sort incessamment. Sinon, peut-être rappeler d'aller faire un tour sur notre boutique, nous soutenir les t-shirts principalement, mais aussi toutes sortes d'autres merch. On voit Philippe qui a justement ce modèle-là à l'écran. Moi, je trouve que c'est un des plus beaux designs, mais c'est ça, des designs magnifiques. Faits par notre leader suprême. Jean aussi en a un du 20e anniversaire, si je ne me trompe pas, de Star Wars en direct. De mon côté, c'est un logo de la 61e d'infanterie qu'on retrouve dans plusieurs romans.
Donc, voilà. Même chose, les partages, les pouces, les commentaires. Venez vous donner votre avis sur non seulement cet album-là de Dark Maul, mais le concept des Black, White and Red. Si vous trouvez que ça vaut même pas la peine, c'est ça. Si c'est vraiment pour les histoires que vous consommez du comics, ben c'est ça. Venez nous expliquer pourquoi ce comics-là ne vous intéresse pas et vice-versa. Il y en a que l'histoire s'en contrefoutent, ils lisent les comics pour l'aspect visuel. Je suis curieux, j'aimerais ça qu'il y ait un petit débat, que ce soit sur YouTube, tout ça, mais aussi notre Discord. C'est souvent là qu'il y a les discussions les plus intéressantes. Et voilà. Ben, écoutez, de la part de toute l'équipe, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous. Bye.